Et je sens que ça se met en place. Voilà, on a la première diapositive. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que après cette conférence, donc, Sylvain va nous commenter les diapositives qu'il a préparées lui-même. Et puis, bien entendu, on organise un petit débat après. Préparez vos questions. Et puis, Sylvain est là pour nous répondre. Il a pris le train de Paris tout à l'heure. Il est arrivé, il repart demain matin. Il va aller faire un petit tour sur les sites de Recampagne, voir où ça en est. Pour surveiller le bébé. Profitez-en, il n'est pas là tout le temps. Voilà, je vous laisse la parole à Sylvain. Merci Philippe. Alors, bonsoir mesdames, messieurs. Je suis très content effectivement de venir vous livrer les nouvelles fraîches venant de Recampagne. Donc Recampagne, c'est d'abord votre patrimoine et ma mission est de le mettre en valeur. Donc je vais essayer effectivement de vous donner les clés ce soir de ce long travail, puisque comme Philippe le disait, je vais avec l'équipe de recherche qui est derrière moi, vous ne la voyez pas aujourd'hui, mais ils sont là, je peux vous assurer, je vais faire partie du paysage chalonnais pour probablement une dizaine d'années, puisque le bébé n'est pas petit, à vrai dire, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Diapositive suivante. Alors, juste quelques mots pour me présenter, puisque je ne pense pas que vous soyez nombreux à me connaître. Donc Philippe, effectivement, l'a évoqué, je suis directeur de recherche au CNRS, le CNRS étant un des grands instituts de recherche publics du pays. Et je suis archéologue spécialisé sur l'étude des périodes paléolithiques. Recampagne est pour moi en fait un point de chute, on va dire français. Ça fait assez longtemps que je n'avais pas travaillé sur la France. Avant de reprendre les fouilles à Recampagne, j'ai travaillé pendant de nombreuses années en Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest, sur des terrains qui étaient un petit peu plus compliqués, tout aussi agréables, mais un peu plus compliqués effectivement à opérer. Diapositive suivante. Alors, Recampagne, qui sera le centre de mon intervention. Alors, Recampagne est un site archéologique de plein air, donc on n'est pas dans une configuration de grotte ou d'abri sous roche, qui est une configuration, on va dire, plus commune dans certaines régions, comme dans le sud-ouest de la France. C'est un site à occupation multiple, c'est-à-dire que les hommes sont venus s'installer de façon récurrente, répétée sur les lieux, et les vestiges de leurs occupations se sont accumulés sur une épaisseur importante. Il a été découvert assez tôt, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, dans un contexte particulier que je ne développerai pas ici puisque c'était l'essentiel de mon intervention en 2014 dans cette même salle. Et on peut même dire que Recampagne a été découvert, on va dire, au tout début de l'histoire de la recherche en préhistoire, puisque quelques années auparavant, en 1865, Édouard Lartet et son acolyte britannique Christie avaient publié un ouvrage consacré au paléolithique de la vallée de la Vézère. Et cet ouvrage faisait déjà référence, puisque dans les premiers articles qui mentionnent le site de Recampagne, en 1871, les auteurs font référence aux travaux de Christie et reconnaissent l'occupation préhistorique du site de Recampagne en se référant à ces travaux-là. C'est-à-dire que dès le début, effectivement, de la recherche en préhistoire, Recampagne était présent. Il est tombé dans l'oubli par la suite et on va essayer de le faire sortir de l'oubli. Donc il a été fouillé surtout à la fin des années 40, enfin, entre les années 40 et les années 50, par une figure de l'archéologie locale qui est le docteur Gruet, qui est décédé à la fin des années 80, au début des années 90. Il a été en fait le correspondant de l'État, effectivement en région, le correspondant du service des antiquités de l'État. Et à ce titre, il est intervenu sur de nombreux sites du Maine-et-Loire. Alors, Recampagne a une particularité, c'est qu'il est classé au titre des monuments historiques, ce qui est assez rare pour des sites préhistoriques, puisqu'il n'y a pas d'élévation, donc il n'y a pas de monument en tant que tel, mais il est classé pour sa valeur et son potentiel archéologique.
En Pays de la Loire, il y a 3 sites préhistoriques qui sont classés au titre des monuments historiques. Rocampaille et les 2 autres sont des sites en grotte de la vallée de l'Erve, en Mayenne, qui sont connus pour leur art pariétal. Donc, ce qui est assez, on va dire, usuel, des grottes avec des peintures rupestres et des gravures qui sont classées. Et à ce titre, Rocampaille s'en écarte. Alors, les travaux que je vais vous présenter ce soir ont été en grande partie financés sur des fonds publics, donc par l'intermédiaire du ministère de la Culture. C'est donc grâce à vos impôts que je peux travailler. Et puis, ils ont aussi été financés pour cette première campagne qui nécessitait un certain nombre d'investissements par une fondation d'entreprise du Maine-et-Loire qui s'appelle Mécène-et-Loire, qui est déjà intervenue sur la commune, sur les vitraux d'une de vos églises, si je me souviens bien. Et ces financements ont transité par 2 associations qui ont été les relais financiers. Angers Musée Vivant, par lesquels sont passées les subventions, la subvention de Mécène-et-Loire, et puis la CESA, Société d'études scientifiques de l'Anjou, qui a recueilli les crédits qui viennent du ministère de la Culture. Donc sans ces partenaires, je ne pourrais pas travailler. Diapositive suivante. Bon, on va passer rapidement sur la localisation parce que c'est chez vous, tout simplement. Donc on est, juste un petit détail, on est le long du Jeu, affluent du Layon, c'est-à-dire qu'on est à 2 pas de la Loire, qui est à la fois un axe de circulation majeur à l'époque préhistorique, avec des paysages très ouverts, et puis aussi, comme vous le verrez, une source importante de matières premières, donc pour tailler et fabriquer l'outillage en pierre. Diapositive suivante. Alors, avant d'entrer dans on va dire, la partie scientifique de mon intervention, je voudrais vous lire une petite histoire. Donc, commençons par une histoire. Transportons-nous dans la vallée du Layon, il y a 65 000 ans. La Loire est un large fleuve avec d'innombrables bancs de sable et de gravier, entre lesquels divaguent les chenaux d'une eau limpide que lui donnent les reliefs du massif central avec leurs glaciers. Ça et là, des bouquets de saules sur les berges. Dans les vallons plus abrités se développent quelques pins et bouleaux. Depuis la fin du printemps, la steppe a déroulé pour quelques mois son tapis végétal, avec son cortège d'insectes bourdonnants et agaçants, et le vent porte depuis le lointain le hurlement d'un loup. Un groupe de Néandertals, hommes, femmes et enfants, remonte le long de la berge du cours d'eau. Ils sont une quinzaine. Il n'y a pas d'hésitation dans leurs pas, le cheminement leur est familier. Cela fait des générations qu'ils parcourent ce territoire, dont les plus âgés du groupe connaissent la moindre ressource et les lieux importants. Ici, le gîte de silex, là, le point de passage des troupeaux, ou le gué d'une rivière. Leur carte mentale est faite de reliefs, de cours d'eau, mais aussi d'histoires et de récits mythiques. La bonne saison les a amenés à suivre les troupeaux de rennes qui filaient vers le nord. Les 2 jeunes chasseurs qui avaient pris de l'avance sur le groupe ont rebroussé chemin et on voit leur silhouette se profiler sur le flanc du coteau. Ils sont allés reconnaître l'emplacement où tous vont s'installer pour 3 à 4 lunes. 1 heure après, le lieu est atteint. C'est au pied de cette petite colline, d'où on a une vue sur toute la vallée jusqu'à 1 heure de marche. L'emplacement occupé lors du précédent séjour du groupe se devine encore. Quelques ossements blanchis par l'hiver dépassent entre les touffes d'herbes rases. À peine posés les petits baluchons et les quelques pots de rennes formés en rouleaux qu'on transporte entre chaque campement, chacun s'affaire. Ils iront d'abord récupérer le bois d'œuvre pour bâtir des abris. Lorsqu'ils ont quitté les lieux la dernière fois, les perches de saules avaient été précautionneusement mises à l'abri dans les rochers qui pointent au sommet du coteau. Cela n'a d'ailleurs pas attendu. Quelques-uns sont déjà partis collecter les brassées de carex et de graminées qui seront tressés en gros boudins, liés à l'écorce de saule pour constituer les parois. On envoie les enfants ramasser le bois de feu. La collecte du bois flotté, laissé par la rivière sur les môles de gravier, est toujours pour eux l'occasion de s'essayer à la capture des poissons qui filent dans les chenaux. Le groupe n'est pas le seul à profiter du lieu. Dans quelques jours, ils seront rejoints par un autre groupe, lui aussi habitué à fréquenter le lieu. Ce sera l'occasion de conforter les alliances en échangeant des forces vives. Un des jeunes hommes partira avec l'autre groupe à la fin de la bonne saison. Dès demain, les chasseurs iront s'embusquer pour abattre les rennes, poussés par quelques rabatteurs. Le quotidien en dépend, mais aussi une partie de la subsistance pendant la mauvaise saison. Une partie de la viande sera levée en minces lanières et mise à sécher sur des perches, inclinées dans la fumée d'un foyer.
Déjà, l'un des hommes a étalé un morceau de peau sur lequel reposent quelques outils en silex. Taillés dans un matériau ramassé sur le lieu du précédent campement, ils ont bien servi pendant les quelques jours du trajet, et il faudra les remplacer sous peu, si l'on veut pouvoir traiter les carcasses de rennes qui rejoindront le campement. Pour l'heure, il peut se contenter d'en raviver les tranchants, par quelques coups bien ajustés, avec un épais fragment de fémur de bison. Son voisin revient déjà avec un bloc de silex qu'il a ramassé dans le lit de la rivière, juste avant d'arriver sur place. Il s'installe, et le claquement sec de son percuteur de pierre se fait entendre. Après quelques minutes, les déchets de taille jonchent le sol, et une poignée d'éclats fera de nouveaux couteaux de boucherie. Les carcasses de rennes, abattues à proximité du campement, vont bientôt arriver. Elles seront rapidement découpées, selon des gestes maintes fois répétés, et les ossements se verront fracturés systématiquement pour extraire la précieuse moelle. Lorsqu'ils quitteront le campement pour le site d'hivernage, chargé de viande séchée, le sol sera jonché d'ossements de rennes, de déchets de taille, d'outils en silex abandonnés, de pierres, de galets, de nappes de cendres et de charbon, et d'une couche de débris végétaux, herbes, écorces, copeaux de bois. Voici une bien belle histoire qui pourrait correspondre au passage des Néandertaliens sur le site de Rocampaille, mais un de mes professeurs m'aurait dit il y a quelques années, Soriano, vous faites de l'archéopoésie. Diapositive suivante. Alors maintenant, je vais tenter effectivement de vous suggérer et de vous inviter à suivre notre travail pour transformer cette histoire en une paléohistoire qui serait fondée sur des observations scientifiques. Donc, le long cheminement de l'archéologue. Diapositive suivante. Alors, premier point, pourquoi avons-nous été portés effectivement à nous intéresser au site de Rocampaille? Diapositive suivante. Alors, il y a en arrière-plan des enjeux scientifiques qui dépassent le cadre de cette conférence, mais que je tiens à vous exposer. Donc, l'intérêt du site de Rocampaille, outre, je vais dire, son enregistrement archéologique exceptionnel, tient en grande partie à sa position. Vous avez ici à droite une carte qui représente les principaux sites connus pour le paléolithique moyen en France. C'est extrait d'un ouvrage de vulgarisation, ou du moins pour un public averti. Et vous pouvez constater qu'entre les deux traits rouges que j'ai ajoutés sur cette carte, se trouve une zone, une espèce de no man's land, dans lequel on a très peu de sites qui ont valeur de référence pour les archéologues. C'est pas qu'il n'y a pas de sites, c'est que des sites qui ont été suffisamment étudiés et qui présentent un potentiel, il y en a très peu. Et Rocampaille fait partie de cela. Et donc c'est pour ça que on s'est penché effectivement sur Rocampaille, parce qu'il sera en mesure de nous donner des informations sur une interface culturelle. Pour résumer, les traditions techniques qui étaient celles des Néandertaliens qui occupaient les sites au nord de la France étaient très différentes de celles des sites occupés dans le sud-ouest et dans le sud-est de la France. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher l'interface entre les deux, c'est-à-dire l'endroit où se confrontent des gens qui ont des traditions et des manières de voir différentes. Et la limite que je vais chercher, ce n'est rien d'autre que les limites qui existent encore en termes culturels dans notre pays. Vous tracez une limite qui correspondrait par exemple à la tuile, les tuiles canales qui sont caractéristiques du sud de la France, et vous auriez à peu près quelque chose comme ça. Donc la France a toujours été découpée sur un plan culturel, depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine, entre des choses qui sont tournées vers le nord et des choses qui sont tournées vers la Méditerranée. Donc ça vaut aussi pour le paléolithique moyen, et c'est cette limite que nous allons chercher. Diapositive suivante. Alors, le site de Rocampaille a néanmoins effectivement été étudié par un de mes prédécesseurs, le docteur Gruet. Vous avez sous les yeux les références d'un certain nombre de publications qui ont été faites par lui-même ou par ses collaborateurs. Ce sont essentiellement des publications qui sont soit préliminaires, soit qui concernent le contexte général des vestiges. Par exemple, la thèse de paléontologie de Lionel Visset, publiée en 1990, ou une étude ponctuelle de Francine David en 1999 sur les ossements de bison du site. Bref, on ne connaît pas actuellement, on n'a pas d'inventaire et d'études exhaustives de l'ensemble des vestiges qui avaient été recueillis par le docteur Gruet. Diapositive suivante. Et une des grandes inconnues, c'est la chronologie du site. Vous avez sous les yeux deux documents qui sont issus des travaux du docteur Gruet. À droite, une stratigraphie synthétique, c'est-à-dire qui représente de façon schématique la succession des couches géologiques et des couches archéologiques.
et à gauche, un relevé de coupe qui date de 1956 et qui a été fait par le docteur Gruet. Vous voyez l'échelle, et donc vous avez des couches de sédiments contenant des vestiges archéologiques qui sont superposés sur quasiment 5 mètres d'épaisseur. Donc ça fait un joli gâteau à exploiter. Et donc le docteur Gruet avait individualisé au moins 7 couches archéologiques contenant des occupations du paléolithique moyen, et à la partie superficielle, ici encadrée en vert, 2 petites couches archéologiques du paléolithique supérieur. Diapositive suivante. Donc, le site de Rocampaille est en fait un énorme livre, un gros catalogue de plusieurs milliers de pages, dans lequel est enregistrée l'histoire des occupants effectivement de cette partie du département, sur au moins 70 voire 80 000 ans. Alors, le deuxième point dont je veux vous parler, c'est la préparation effectivement de la fouille, tout ce qui s'est passé en amont avant le premier coup de truelle. Donc il y a déjà eu de 2009 à 2012 un travail préliminaire sur les archives du docteur Gruet, et en particulier 2 carnets de fouilles conservés au Muséum des sciences naturelles d'Angers, et dont on a pu utiliser effectivement, qu'on a pu utiliser sous forme numérisée. Et l'analyse de ces carnets nous a permis de restituer la progression de la fouille du docteur Gruet et d'avoir une idée assez préliminaire de la stratigraphie du site et de son potentiel. Et puis il y a eu un travail sur les collections archéologiques, un travail qui est en cours. Il faut savoir que le docteur Gruet, lors de ses fouilles des années 40, 50, a recueilli sur le site près de 30 000 vestiges. C'est énorme. Et comme vous avez pu le noter, les publications sont assez préliminaires. Diapositive suivante. Alors, à partir des archives, donc vous avez ici en bas à droite un relevé de coupe qui date de 1944. Donc vous voyez, c'est assez schématique, mais on a quand même quelques épaisseurs qui sont indiquées sur le relevé. Et à partir de ces documents de fouilles de Gruet, on a pu restituer des coupes de façon relativement schématique, mais qui nous ont permis effectivement de donner les arguments au service de l'État pour autoriser la réouverture d'une fouille sur le site. Suivante. Alors, un petit clin d'œil sur les fouilles du docteur Gruet. Donc vous avez les 2 grandes périodes de fouilles qui sont représentées, les années 40, par les photos noir et blanc, et puis 69, qui est la dernière année d'intervention du docteur Gruet sur le site. On reviendra dessus à la diapo par la suite. Alors, 1944, quand je vous dis fouille archéologique, on est plus proche du terrassement archéologique. Donc, tranchée expéditive à la pelle et à la pioche, on recueille les vestiges et puis on jette les déblais derrière soi. Voilà, c'est du terrassement, mais à vrai dire, à l'époque, je dirais c'est la fouille qui se pratiquait dans la plupart des contextes paléolithiques en France, sauf chez quelques pionniers qui fouillaient plus finement, et en particulier le professeur Leroy-Gourand, qui à cette époque fouillait la grotte d'Arcy-sur-Cure. Alors, 69, la fouille sera un petit peu plus méthodique, mais ne concernera que des surfaces assez mineures. Diapositive suivante. Donc là, les photos précédentes, j'ai pu les recueillir grâce à la famille du docteur Gruet. Alors là, vous avez sous les yeux un document qui est assez exceptionnel. Donc à droite, c'est une copie de coupure de presse, puisqu'en 1969, le docteur Gruet avait réouvert le site afin d'accueillir les visiteurs d'un congrès de géologie. Donc lors d'une excursion effectivement des congressistes, il avait prévu de les accueillir sur le site, et à partir du début de l'été, il avait réouvert effectivement une de ses anciennes tranchées de fouille que vous voyez sur la photo de gauche, tranchée dont on mesure l'ampleur, 5 mètres de profondeur. Et vous avez là sous les yeux tous les congressistes. Alors, chose intéressante, lors des journées portes ouvertes, j'avais une copie d'une de ces photos tirée en grand, et un monsieur qui est venu me voir, il m'a dit « J'ai reconnu ma belle-mère sur la photo ». Donc elle faisait partie effectivement des gens qui suivaient les travaux du docteur Gruet et qui étaient venus à la visite. Alors j'ai pu récupérer en fait dans les archives du Courrier de l'Ouest la série d'une dizaine de photos qui avaient été prises par le reporter qui était venu, et ce sont des 6-6 d'une qualité magnifique, et qui pour nous
ont une valeur scientifique dans la mesure où ça nous permet de voir la configuration du site et d'observer les zones de fouille du docteur Gruet. Suivante. Alors le travail sur les archives, il commence en fait dès les premières publications. Vous avez à gauche le titre d'un article, un des plus anciens articles publiés concernant le site de Rocampaille, avec en fin d'article les dessins de 4 outils en silex récoltés sur le site et donc publiés et décrits dans ce papier. Et puis à droite, vous avez une photographie d'une planche d'outils en silex accrochée au fil de fer, une collection typique du 19e siècle qui vient des fonds de l'Université catholique de l'Ouest à Angers, photo qui m'a été transmise par Gérard Beaulieu. Suivante. Et vous voyez que les objets illustrés dans l'article sont ceux qui sont montés sur la planche. Donc c'est assez exceptionnel d'arriver à remettre effectivement la main comme ça sur les objets qui ont été illustrés dans un article du 19e siècle. Donc voilà, le travail sur les archives, ça peut prendre différents aspects et ça nous éclaire sur toute l'histoire des recherches. Suivante. Bien, alors le troisième point, c'est la collecte des données primaires, c'est-à-dire la matière première à partir de laquelle nous, archéologues, nous allons travailler au fil de l'année. Suivante. Alors là, vous avez sous les yeux 3 photos qui sont des photos qui datent de 2014, que j'avais déjà utilisées lors de ma présentation donc de 2014. Donc ce sont les 3 sondages que nous avons réalisés en 2014, dont l'objectif était d'abord de rechercher les limites des fouilles du docteur Gruet. Donc on avait restitué des plans de fouilles schématiques qu'on avait plus ou moins recalés dans le cadastre, mais on avait encore un certain nombre d'incertitudes. Et dans la perspective de préparer une fouille d'une ampleur plus importante, il nous fallait retrouver les limites de ses propres travaux. Ce qui a été fait donc, pendant l'été 2014, donc des fouilles d'ampleur limitée, quelques mètres carrés, qui nous ont permis de recouper en particulier le bord de sa dernière tranchée de fouille, celle qui était illustrée dans la précédente diapo de 1969. Suivante. Donc voilà, vous retrouvez sur ce plan, qui est construit sur la base du cadastre, les 2 parcelles sur lesquelles se sont étendues les fouilles du docteur Gruet. Donc à droite, vous avez 2 sondages, sondage 2 et 3. C'est la parcelle dans laquelle effectivement nous avons fouillé pendant l'été dernier. Et puis à gauche, le sondage 1, qui n'a recoupé qu'un petit témoin résiduel. Suivante. Voilà, et les 2 sondages nous ont permis de recouper exactement le bord est de la grande tranchée de fouille de Gruet de 1969, reprenant elle-même en fait une tranchée de fouille de 1949-1950. Donc sur cette base, nous avons pu préparer un projet de fouille pour 3 années qui a été soumis au service de l'État, donc le service régional de l'archéologie de Pays de la Loire. Notre projet a été examiné par une commission d'experts qui l'a jugé recevable et m'a donné l'autorisation de fouille, autorisation qui est en fait accordée par le préfet de région. Donc un projet de fouille pour 3 ans qui sera renouvelable sur la base des résultats obtenus. Donc suivante. Alors voilà, ça commence comme ça, bien souvent, en tout cas de nos jours, la fouille sur un site paléolithique. Donc vous avez à gauche le terrain avant l'opération, sur lequel nous avions laissé en 2014 un balisage avec des piquets, matérialisant l'emplacement de nos sondages et la position présumée du bord de la tranchée Gruet. Et puis après, il faut y aller. Donc comme il y avait quand même au bas mot 80 mètres cubes de déblais à évacuer, c'est-à-dire tous les remblais de l'ancienne tranchée de fouille, on a utilisé des moyens coercitifs. Suivante. Donc voilà la configuration de la fouille, peu de temps après son ouverture, et au tout début, là on voit le carboyage qui est en cours d'implantation. Alors ça a l'air assez apocalyptique, on se croirait dans une tranchée de la Première Guerre mondiale. Rassurez-vous, on retrouve nos petits. Vous voyez les taches noires au fond, ce sont des morceaux de géotextile qui en fait marquaient l'emplacement de nos sondages de 2014. Donc on a bien retrouvé nos repères, on a pu commencer la fouille, l'objectif étant de développer la fouille à partir de la coupe est, donc celle qui est à votre gauche, dans la mesure où, à droite, on est rapidement confronté à la limite de propriété,
et je ne voudrais pas aller trop empiéter sous le gazon de monsieur et madame Pignon. Alors, suivante. Alors voilà, la fouille en pleine action. Donc vous avez à gauche la vue générale, avec cette année une équipe d'une dizaine de fouilleurs, qui nous a permis effectivement d'atteindre quasiment les objectifs que nous avions fixés au début de la campagne. Alors on est dans un contexte de fouille paléolithique assez classique, avec un positionnement des vestiges dans un repère carroyé, comme une grille de mots croisés, et puis une fouille fine à la truelle. Tout le sédiment est recueilli dans des seaux, la position de tous les vestiges est scrupuleusement relevée par rapport au carroyage, et ainsi de suite. C'est ce qui nous permet de garder la mémoire du site, parce que par principe, fouiller c'est détruire, et détruire un site de cette valeur-là, il faut le faire de façon raisonnée et précautionneuse, et avec précaution. Suivante. Les vestiges. Mon fonds de commerce, il est là, vous l'avez sous les yeux, c'est-à-dire des outillages en pierre taillée, en silex principalement, et la faune, c'est-à-dire les restes des repas abandonnés par les hommes de la préhistoire qui ont occupé le site, essentiellement des hommes de Néandertal pour le paléolithique moyen, et certainement quelques hommes de Cro-Magnon pour les périodes les plus récentes. Suivante. On a un rapport qui est environ, on va dire, trois quarts de vestiges fauniques, donc les ossements de la grande faune, depuis le bison, voire le mammouth. On a trouvé un petit morceau de mammouth cette année, jusqu'au plus petit, c'est-à-dire du lièvre, par exemple. Donc 75% d'ossements et 25% d'outillage en pierre, du silex, mais aussi d'autres roches récoltées dans les environs du site. Diapositive suivante. Alors, un aspect essentiel de la fouille, et en particulier de la fouille en contexte paléolithique, c'est le tamisage. Parce que lorsqu'on fouille, il y a tout ce que l'on voit, donc tout ce qui va être scrupuleusement prélevé par le fouilleur, dont la position va être relevée dans le carroyage. Et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas, tous les micro-vestiges, et qui finissent dans le seau. Donc le seau va suivre un cheminement qui est systématique, c'est-à-dire passer par la station de tamisage. Donc là on a deux tamis superposés avec des mailles qui vont en décroissant, un tamis de maille 4 mm, un tamis de maille 2 mm, et on peut même dans certains cas rajouter un tamis de 1 mm pour les vestiges les plus infimes. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, il faut à peu près 1 heure pour remplir un seau de fouille de 10 litres standard. Il faut 20 minutes, un quart d'heure pour le tamiser. Et puis, après, il faut trier les refus de tamis. 2 tamis, voire 3 tamis. Vous comptez, pour un fouilleur inexpérimenté, 1 heure par tamis. Et vous voyez le calcul. Donc j'ai encore au laboratoire à peu près 3 curveurs pleins de refus de tamis à trier, et j'ai réussi à trouver quelques bonnes âmes parmi les étudiants pour faire le travail pendant l'année. Donc 1 heure de fouille et puis 3 ou 4 heures de tri et de lavage et de marquage de matériel derrière. Donc on va voir maintenant ce qu'il y a dans ces refus de tamis. Voilà. Donc là, vous avez un détail avec l'échelle qui vous donne le contenu habituel de ce que l'on a dans un refus de tamis. Alors là, c'est du gros, c'est le 4 mm. Alors vous pouvez voir là, par exemple, à l'extrême droite, ici, juste au-dessus, une petite mandibule de rongeur. Voilà. Et puis à côté, vous avez juste au-dessus 2 petites esquilles de silex taillé. Et je vois plein de morceaux d'os. On voit en particulier au milieu là, un petit morceau avec sa structure alvéolaire. Donc voilà, dans ces refus de tamis, on va trouver essentiellement de l'os fragmenté. Donc fragmenté du fait des activités humaines, puisque les Néandertaliens ont joyeusement fracturé tous les ossements de la faune qu'ils ont chassés afin de recueillir la moelle. Tout ça, ça laisse plein de petits morceaux. Et les ossements ont été aussi fragmentés et refragmentés par les conditions géologiques dans un environnement qui était souvent un environnement glaciaire ou périglaciaire. Et le gel a transformé la plupart des ossements en petites esquilles
qu'il nous faut recueillir, parce qu'on a aussi parfois des dents, de petites dents, par exemple des dents de renard, des petites incisives de renard qui passent au tamisage. Je vous parlais d'ossements de rongeurs. Alors là, bien évidemment, il ne s'agit pas de faune consommée par les hommes préhistoriques. Hein. Il s'agit d'une faune qui est naturellement présente dans le sol. Dans la plupart des sites paléolithiques, on a ces rongeurs qui ont été accumulés naturellement par des prédateurs, que ce soit effectivement des carnivores comme le renard, ou alors, pour l'essentiel, l'accumulation de restes de rongeurs du fait de l'activité des rapaces diurnes et des rapaces nocturnes. Et alors, ce qui est intéressant pour nous, paléolithiciens, c'est de recueillir ces ossements parce qu'ils sont de précieux indicateurs des conditions climatiques connues par les Néandertaliens qui ont occupé le site. Puisque ces charmantes petites bestioles, dont on verra quelques exemples par la suite, ont la bonne idée d'être extrêmement sensibles aux variations climatiques, beaucoup plus que les grands mammifères. C'est-à-dire lorsque le climat se modifie de façon même minime, un petit changement d'humidité, un petit changement de température, rapidement les populations de rongeurs vont se réorganiser, se recomposer en faveur des espèces les plus adaptées au climat du moment. Et en fonction des types d'espèces, le spécialiste va pouvoir déterminer les conditions climatiques suivantes. Alors, pour vous donner un ordre d'idée en termes de premiers résultats, parce que pour l'instant il s'est écoulé quelques petits mois depuis la fin de la fouille, qui s'est terminée le 10 septembre. Entre les deux, il y a eu la rentrée universitaire, voilà, il y a eu plein de choses. Donc je n'ai pas pu, on va dire, consacrer tout mon temps de travail à l'étude de Rocampagne, mes collègues non plus. Mais voici un ordre d'idée de ce que nous avons trouvé. Donc nous avons entamé la fouille sur une surface d'à peu près 5 mètres carrés. C'est assez peu. Vous verrez quelle est la configuration générale du site. Nous avons sorti 1,8 mètre cube de sédiments archéologiques, ce qui est relativement peu. 1,8 mètre cube, ça fait le godet d'une grosse pelle mécanique, hein, donc c'est pas grand-chose. En 4 semaines de fouilles à une équipe d'une dizaine de fouilleurs. Dans tout cela, nous avons prélevé 1597 vestiges, pour mémoire 832 en 2014, donc des silex taillés, voilà, 419, des outils fabriqués dans d'autres roches, quartz, etc., de la faune majoritaire, des fragments d'os, des dents, et des fragments de bois de renne assez abondants. Un pauvre petit charbon de bois, ça c'est une matière assez rare dans les couches géologiques à campagne, à déterminer, parce que voilà, le travail est en cours, ça fait partie des sacs que j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir, et puis un certain nombre de pierres prélevées par erreur par les fouilleurs qui ont cru qu'il s'agissait de vestiges archéologiques. Et puis derrière, il y a les fameux seaux de sédiments qui contenaient les 1,8 mètres cubes, 356 seaux au bas mot, qui sont tous passés par le tamisage. Et il faut évidemment, donc le tri évidemment n'est pas terminé comme je vous l'ai indiqué. On a trié à peu près 60% des tamis. Ensuite, il faudra compter tous les vestiges qui viennent de ces refus de tamisage. Donc l'estimation par rapport à ce qu'on avait vu en 2014, ça donnerait environ 7000, 8000 petits éclats de silex, c'est-à-dire des petits éclats qui font à peu près entre 5 mm et 3 mm. Hein. Des micro-fragments d'os, alors là encore plus nombreux, probablement 10 000, 15 000, il faudra compter. Et la microfaune. Donc sur la base des résultats de 2014, je peux estimer que ces 356 seaux contiennent environ 3 000 à 5 000 ossements dont mon collègue spécialiste pourra déterminer de quelle espèce de rongeurs ils proviennent. Donc vous voyez, c'est pour vous indiquer effectivement l'ampleur du travail qu'il y a derrière la fouille. La fouille dure 4 semaines et après on a du travail pour toute l'année en fait. Diapositive suivante. Alors maintenant voilà, on va essayer de transformer l'histoire, la belle histoire que je vous ai contée, en paléohistoire à partir de plusieurs registres d'informations. Suivante. Alors je vous parlais d'une équipe qui est en filigrane derrière, c'est-à-dire un ensemble de collaborateurs qui appartiennent à différentes institutions,
chacun spécialiste d'une discipline particulière, depuis une anthropologue, donc spécialiste de l'étude des restes humains, jusqu'à une généticienne, parce que depuis quelques années, la génétique a fait irruption dans l'archéologie. Et je suis en quelque sorte le chef d'orchestre de cette équipe, qui est une équipe réduite pour l'instant. Et si on se donne rendez-vous dans 10 ans, la liste aura été certainement multipliée par 2, par 3, parce qu'il y aura eu des découvertes, il y aura eu effectivement des collaborations. Alors, on a déjà été contacté par des collègues polonais qui sont intéressés par les restes d'un type de rongeur qui vient de la fouille, sur laquelle ils pourront à la fois faire des datations et des études génétiques, parce qu'ils s'intéressent à l'évolution de ce type de rongeur. Donc vous voyez un petit peu, on va procéder comme ça par puissionnement, et on va avoir des cercles de spécialistes successifs qui vont s'agréger sur le projet. Suivante. Alors voilà les 5 points que je vais examiner successivement et qui nous raccrochent à l'histoire que je vous ai contée, où il y avait un lieu, il y avait un temps, une époque, un environnement, avec des animaux, des hommes, dont on a évoqué la présence, et puis la subsistance, c'est-à-dire le casse-croûte qu'il faut aller récolter tous les jours. Suivante. Alors, Rocampaille, je vais d'abord casser un mythe, qui est celui de l'existence d'un abri sous roche sur le site de Rocampaille. Puisque donc, mon prédécesseur, le docteur Gruet, avait écrit à différentes reprises que le site de Rocampaille était un abri sous roche sous lequel les hommes préhistoriques s'étaient installés. Alors, à sa décharge, l'abri sous roche, il ne pouvait plus le voir, puisque l'ensemble de la colline de Rocampaille a été exploité au cours du XIXe siècle pour alimenter des fours à chaud. Donc c'est en croisant un certain nombre d'indices qu'il avait proposé l'existence de cet abri sous roche. Suivante. Alors en fait, la configuration des lieux telle que mes collègues géologues peuvent la restituer pour l'instant de façon préliminaire, est celle d'une colline calcaire dégagée par l'érosion, puisque le calcaire était plus résistant que le schiste encaissant. Donc calcaire qui dominait d'une bonne vingtaine de mètres la plaine du Jeu et du Layon, qui s'étendait sur 300 à 400 mètres de long, c'est-à-dire entre le four à chaud du Fourneau Noble et celui de Rocampaille. Et il est probable que l'on ait en fait des occupations préhistoriques tout au long de cet ancien coteau, depuis le Fourneau Noble jusqu'à Rocampaille lui-même. Donc la fouille de Rocampaille, elle s'est déroulée pour l'instant sur une cinquantaine de mètres, une cinquantaine de mètres carrés, donc c'est ridicule par rapport au potentiel archéologique du site. Donc tout nous indique que donc vous avez le relief à gauche et puis une coupe du versant, comme si on coupait le coteau en deux, à droite. Et donc les hommes préhistoriques se sont installés de façon systématique exactement au pied du coteau, c'est-à-dire au moment où la pente devient plus faible, et ils avaient devant leurs yeux la vallée du Jeu. Et c'est cette condition, cette situation géologique particulière qui a permis la conservation du site, parce que tous les vestiges qu'ils ont abandonnés ont été systématiquement recouverts par des sédiments issus du sommet du coteau et qui ont été déplacés par les processus géologiques, le ruissellement, la solifluxion, les fontes de neige, etc., et donc qui sont venus napper au fur et à mesure les vestiges abandonnés au pied du coteau. Donc ça, c'est un processus géologique qui est resté constant pendant des dizaines de milliers d'années, et c'est ce qui nous permet d'avoir un magnifique site de Rocampaille. Suivante. Alors, le temps relatif, c'est celui de la stratigraphie. Et ça, la stratigraphie, c'est, je dirais, c'est le nerf de la guerre en archéologie paléolithique, c'est comprendre la succession des couches géologiques et des couches archéologiques qui sont contenues dans ces dépôts géologiques. Suivante. C'est-à-dire que notre jeu, c'est ça. C'est aller tailler dans le millefeuille pour comprendre la succession, donc savoir où sont les couches archéologiques et dans quel ordre elles sont organisées. Là, c'est simple, tout est parallèle, c'est très beau. Vous verrez que par la suite, à Rocampaille, c'est un petit peu plus compliqué. Suivante. Alors, vous avez sous les yeux
la plus grande coupe que l'on connaisse actuellement du site de Rocampagne, c'est-à-dire c'est voilà, un relevé de la fouille du docteur Gruet. C'est un relevé qui a été fait sur la paroi de la fouille telle qu'elle apparaît sur la grande photo en noir et blanc qui date de 69, qui a été prise lors du reportage du Courrier de l'Ouest. Alors, moi j'ai ajouté les couleurs, et les couleurs représentent la position des 4 principales couches archéologiques telles que décrites par le docteur Gruet. Alors, il avait, on va dire, représenté les choses d'une façon relativement simple, c'est-à-dire pour lui, il y avait à Rocampagne des couches archéologiques continues depuis la partie la plus au sud du site, c'est-à-dire celle qui était quasiment adossée au pied du coteau et qui est ici à droite, jusqu'à l'aval, c'est-à-dire au moment où les couches commencent à s'incliner en direction de la rivière de l'époque, qui coulait en fait à une altitude plus basse que le Layon actuel, hein, puisqu'il faut imaginer que le niveau de la mer était plus bas, puisque l'eau était stockée dans les glaciers sur les pôles, donc la mer était plus basse, donc les rivières étaient plus encaissées qu'actuellement. Alors c'est un schéma qui est un schéma théorique de départ, hein, puisque dans le paquet jaune qui est illustré et qui est marqué aide, M denticulé, M c'est pour moustérien, c'est-à-dire une période du paléolithique moyen, moustérien denticulé. Donc ça c'était une des couches dénommées par mon prédécesseur. Et dans ce paquet jaune, nous on a déjà individualisé au moins 6 voire 7 couches différentes. Donc on est dans un système qui est beaucoup plus complexe sur un plan stratigraphique que ne l'envisageait le docteur Gruet. Suivante. Alors voilà la configuration des lieux. Donc vous avez 2 photos. En haut, c'est la photo au début de la fouille. Les photos précédentes que vous aviez vues, elles étaient prises depuis l'extrémité à gauche et en direction de l'extrémité à droite. Donc là, on a en haut sous les yeux la coupe, au moins une bonne partie de la coupe laissée par le docteur Gruet, en tout cas sa partie supérieure, hein, puisque pour l'instant, nous n'avons terrassé que jusqu'à 2 mètres de profondeur. Il faut savoir que là, il y en a encore sous 3 mètres, hein, sous nos pieds. Donc quand je vous dis qu'on est là pour 10 ans, c'est bien qu'on est là pour 10 ans. Pour atteindre le fond, c'est-à-dire les couches les plus basses. Alors, sur la photo du haut, vous avez ici à droite des résidus du géotextile noir qu'on avait installé au fond de nos sondages. Et l'autre sondage est marqué par le petit sac blanc là, isolé, au milieu où on voit un morceau de la coupe qui est très propre. Donc nous, notre objectif était de rafraîchir la coupe entre ces 2 sondages pour, on va dire, comprendre la géométrie des dépôts. Alors vous avez en bas la photo, en tout cas le montage photographique fin de fouille, sur lequel on retrouve ici, donc ici vous avez l'emplacement qui correspond au géotextile noir là-haut, et puis ici vous avez l'emplacement du sondage qui est marqué là-haut par le petit sac. Alors, on n'a pas encore une coupe continue, c'est-à-dire qu'il y a des interruptions, effectivement. Donc, vous voyez une fouille qui se développe sur des surfaces qui sont assez étroites pour l'instant. Donc, on procède par quart de mètre carré, de façon à toujours garder un contrôle stratigraphique, puisque d'où vous êtes, les sédiments doivent paraître extrêmement homogènes. Or, voilà, sur l'ensemble de ces stratigraphies, nous, on a déjà reconnu quasiment presque une dizaine de couches archéologiques différentes. Donc c'est un travail qui est très lent parce que les sédiments sont assez peu contrastés. Hein, on a toujours une même charge de limon. Il est assez difficile de suivre les couches et ça a posé des problèmes aux fouilleurs débutants d'ailleurs. Suivante. Alors sur le terrain, donc le travail de l'archéologue, ça va être de suivre la stratigraphie et aussi de l'enregistrer. Vous avez à droite un relevé de coupe de terrain hein, sur papier millimétré. C'est du document de base assez classique qui va servir à illustrer les publications et à toute la réflexion sur la chronologie du site. Et puis on travaille aussi sur des photographies sur lesquelles on peut annoter et faire des crobats. Donc voilà le travail de base sur le terrain qui nous permet de palper le temps, c'est-à-dire la superposition des occupations au cours du temps. Suivante.
Alors le temps, c'est aussi le temps absolu. C'est celui qui va nous permettre de vous donner des dates, de vous dire, voilà, cette couche archéologique, elle date de X milliers d'années. Alors pour cela, je suis, on va dire, aidé par des collègues qui sont des physiciens, puisque l'archéologie est maintenant extrêmement étroitement liée au développement de méthodes de datation qui sont basées sur des principes physiques. Alors vous connaissez tous le carbone 14, hein, le radiocarbone, qui permet de dater en fait des matériaux d'origine organique, de l'os, du charbon de bois. Alors à Rocampaille, le problème c'est qu'on est déjà quasiment à la limite applicable pour le carbone 14, puisque la plupart des couches archéologiques sont antérieures à 45 000 ans. Donc on pourra faire quelques essais sur les couches les plus récentes, mais ce ne sera pas la méthode principale utilisée. Après, il y a d'autres méthodes qui ont des noms barbares, hein, OSL, TL, ESR, et qui vont dater différents matériaux. Avec le radiocarbone, on datait les vestiges même de l'occupation humaine, hein, des ossements ou du charbon venant d'un foyer. Avec l'OSL, on va dater le sédiment, c'est-à-dire qu'on va dater le moment où les objets abandonnés par les préhistoriques ont été recouverts par le sédiment. Avec la thermoluminescence, là, on va dater le moment où des outils en silex ont été brûlés volontairement ou accidentellement. Un outil en silex qui tombe dans un foyer. Donc à partir du moment où il est brûlé, ça va déclencher une espèce d'horloge interne. L'ESR, résonance paramagnétique électronique, qui elle s'applique essentiellement à des dents, mais aussi à des ossements et qui est liée à des histoires d'uranium. Donc pour la plupart de ces méthodes, il y a derrière, en fait, d'une façon ou d'une autre, des phénomènes radioactifs. Et là, vous avez par exemple à droite une mesure en cours de ce qu'on appelle le débit de dose en spectrométrie gamma, c'est-à-dire en gros la quantité de particules gamma émises par le sédiment, puisque dans tous les sédiments, on a des minéraux qui sont radioactifs et qui vont émettre des particules énergétiques, alpha, bêta et gamma. Et là, on mesure les gamma parce que c'est ça qui nous permet d'apporter des éléments pour certaines des méthodes de datation. Suivante. Alors, troisième point, c'est l'environnement. Donc, le cadre dans lequel ont évolué les préhistoriques qui se sont installés à Rocampagne. Donc, on en a les témoins directs sous la forme de leurs déchets de cuisine, mais comme les déchets de cuisine, c'est comme ce que vous avez dans votre frigo. Vous n'avez pas dans votre frigo tout ce que contient le supermarché. Là, c'est la même chose. Il faut être toujours très prudent parce que les préhistoriques ont pu faire des choix en termes d'espèces chassées. Et ce qui veut dire que ce qu'on aura sous les yeux ne sera pas nécessairement représentatif de l'ensemble de l'environnement dans lequel ils évoluent. Ils ont pu effectivement prélever certaines espèces plutôt que d'autres pour des questions de préférence alimentaire, de moments de l'année, etc. Donc à partir des ossements, ma collègue spécialiste d'archéozoologie va identifier les espèces, déterminer effectivement la composition des troupeaux, des individus âgés, des jeunes, etc. Donc vous avez par exemple à gauche des bases de bois de chute de rennes. Alors ma collègue vous dira exactement, mais dans mon souvenir ce sont des bois de rennes femelles. Donc après ça a tout un tas d'implications. Donc pour l'instant les espèces qui sont les espèces majoritaires dans les couches que nous avons atteintes cette année, c'est d'abord le renne, hein, dans certaines des couches il est dominant ou quasiment exclusif, mais aussi d'autres espèces stépiques comme le cheval et le bison qui l'accompagnent dans une bonne partie des couches, et on a aussi des couches avec du cerf et d'autres bovidés, probablement de l'auroch que je n'ai pas marqué ici. Suivante. Alors, dans l'environnement, donc on a les espèces qui ont été consommées, chassées par les préhistoriques, mais on a aussi celles qui sont présentes dans l'environnement naturel et qui nous laissent des traces. Donc vous avez en particulier les carnivores. Donc vous avez une dent de loup, voilà. Donc dans ma petite histoire, je vous parlais du hurlement d'un loup. Donc on a bien du loup à Rocampagne, un tibia de renard,
souvent associés au loup. Et puis, quelque chose de plus inhabituel, à gauche, vous avez un fragment de partie spongieuse d'un gros ossement de bovidé, probablement issu de quelque chose qui peut être un numérus, hein, la tête articulaire d'un numérus de bovidé. Et vous voyez des espèces de traces, de sillons parallèles. Et bien, ce sont tout simplement les traces laissées par les dents d'une hyène. Et ce qui nous laisse suggérer qu'il y avait, au moment des occupations de Rocampagne, quelques cavités qui servaient de repères et de tanières pour ces animaux. Et la présence de ces carnivores est importante parce qu'elle nous témoigne aussi du fait que le site était périodiquement inoccupé par l'homme, donc avec une alternance de passage entre les hommes et les carnivores venant, je dirais, se faire la dent sur les déchets de cuisine abandonnés par les hommes. Suivante. Alors il y a ce que je vous évoquais tout à l'heure, l'environnement. Là vous avez sous les yeux le contenu en microfaune d'un seau et d'un tamis. Donc là ça doit être, je ne sais plus quel tamis. Vous avez une échelle à gauche en centimètres. Donc c'est le contenu d'un seau de 10 litres en microfaune. Donc tout ça, ce sont des ossements issus de micro-mammifères et autres. Donc ça va être des rongeurs, donc la famille des souris au sens large, hein, des insectivores, musaraignes, etc. Les lagomorphes, donc lièvres, lapins, des oiseaux, différents types d'oiseaux, et des poissons. Et puis aussi, je crois, quelques batraciens. Et donc j'ai deux collègues qui travaillent sur ces ossements, une spécialiste des poissons, et un autre collègue qui prend en charge tous les autres restes. Alors, suivante. Alors voilà, le travail sur ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, le travail sur les microvertébrés. Et donc en fonction de l'abondance des ossements de rongeurs, hein, et surtout des types d'espèces qui sont présentes, on va pouvoir déterminer les conditions climatiques qui prévalaient lors de l'installation des Néandertaliens. Et actuellement, dans les couches que nous avons rencontrées, qui sont des couches de la fin du Paléolithique moyen, donc on est à un moment où l'Europe connaissait un climat relativement froid, c'est-à-dire que les conditions climatiques que vous avez aujourd'hui, c'était globalement celles d'un mois de juin, quoi. Et donc les espèces de rongeurs présentes, c'était du lemming arctique, et puis différentes espèces de campagnols qui sont communes dans les milieux ouverts stépiques. Et puis juste pour l'anecdote, on a aussi du hamster, parce qu'avant d'être un animal de compagnie, c'était un animal sauvage. Donc tout ça, ça nous permet de décrire un environnement qui est un environnement ouvert et froid, hein, une toundra, une steppe arborée, telle qu'on la connaît actuellement. On peut l'observer sous des hautes latitudes en Asie centrale, donc quasiment à la limite effectivement avec le cercle arctique. Suivante. Alors, il y a les animaux, mais il y a aussi les hommes, et là c'est un aspect que je n'avais pas évoqué au début de cette intervention, et qui donne aussi de Rocampagne un caractère unique. Le docteur Gruet, lors de ses fouilles des années 40, avait mis au jour 3 restes humains. Donc, à savoir un fragment de maxillaire qui est représenté en haut par une radiographie, et on n'en a qu'une radiographie parce que malheureusement il a disparu du Muséum des sciences naturelles au milieu des années 50. Il a été volé comme plusieurs objets dans le musée, dans les vitrines à ce moment-là, il n'a jamais été retrouvé. Un fragment d'humérus que vous avez ici au milieu, et une molaire donc, qui est prise sous différentes vues. Donc ces 3 restes humains avaient été étudiés par le docteur Gruet, et il les avait publiés dans une revue scientifique régionale comme étant des restes d'Homo sapiens. Et c'est probablement un des éléments qui a contribué à jeter un certain discrédit sur le site des Rocampagne, et puis à l'éloigner en fait je dirais des préoccupations des chercheurs. Comme ces restes publiés comme étant des Homo sapiens, hommes de Cro-Magnon, par le docteur Gruet, étaient associés à des outils en silex du Paléolithique moyen, il y avait une incohérence
On aurait dû trouver des restes humains d'hommes de Néandertal associés aux outils du Paléolithique moyen. Donc je pense qu'un bon nombre de préhistoriens français ont dû considérer que le site de Rocampaille était en fait perturbé et que ces vestiges humains étaient ceux d'une diminution beaucoup plus récente, probablement d'époque antique ou médiévale. Alors, ma collègue anthropologue a repris l'étude de ces restes, en tout cas pour ceux qui sont conservés, l'humérus et la molaire, et en réalisant une étude morphométrique, alors le Muséum des sciences naturelles d'Angers nous a autorisé à sortir ces restes humains et à les envoyer dans un laboratoire en Allemagne. On a d'abord procédé à un scanner 3D à des fins de conservatoire, c'est-à-dire que maintenant on peut imprimer sur des imprimantes 3D des humérus de Rocampaille. Et suite à ça, on a coupé de petits morceaux, qui sont indiqués par les petits rectangles. Ces deux morceaux nous ont permis d'une part de faire une datation au radiocarbone, on a tenté le coup. Le résultat, il n'est pas encore publié, mais c'est un bon résultat qui nous indique qu'on est à la fin du Paléolithique moyen, à toute fin du Paléolithique moyen. Et puis, l'autre petit morceau a été dédié à une étude paléogénétique. Il faut savoir que jusqu'à présent, en France, seuls 2 sites ayant livré des restes humains susceptibles d'être de l'homme de Néandertal ont donné lieu à des études paléogénétiques. Donc un qui est en Corrèze, qui est la Chapelle-aux-Saints, et l'autre qui s'appelle les Rochers de Villeneuve, qui est dans la Vienne. Et sur ces 2 sites, les restes humains, en tout cas l'ADN, étaient assez mal conservés. Et en tout cas par rapport à ce que nous, on a sorti à Rocampaille, là, la conservation est très très bonne, donc les études sont encore en cours. La partie mitochondriale a été analysée, et il reste à analyser la partie nucléaire. Donc on peut espérer, on va dire, je pense que la prochaine fois qu'on se reverra, on aura publié un article concernant les restes humains, et ma collègue anthropologue est formelle, il s'agit bien d'hommes de Néandertal. Par comparaison morphométrique avec tout un tas d'autres restes humains, et d'après les premiers éléments dont on dispose de l'analyse génétique, il s'agit bien de Néandertal. Donc, Rocampaille est le seul site de la région Pays de la Loire à avoir livré des restes d'hommes de Néandertal. Alors j'espère que j'aurai la chance, effectivement, en poursuivant les fouilles, de retrouver quelques ossements. C'est une matière qui est rare, qui est extrêmement précieuse et qui donne lieu à des études particulièrement intéressantes grâce à la génétique en particulier. Suivante. Alors les hommes, donc il y a le reste qu'on vient d'évoquer, et puis il y a la partie, on va dire, plus minérale, c'est-à-dire leurs outillages en pierre taillée. Dans nombre de sites préhistoriques, les outils en silex, en pierre taillée, sont les seuls vestiges qui se conservent. Et jusqu'au moment même où les sites sont perturbés, mis en surface, et où on peut ramasser en fait directement à la surface des labours les vestiges. Donc, un de nos travaux, effectivement, sur Rocampaille, ça va être de déterminer quelles étaient les manières de faire et les manières de voir de ces hommes, de quelle façon ils fabriquaient leurs outillages en pierre. Et pour ça, on peut s'appuyer sur des comparaisons avec des études menées sur des sites dans d'autres régions. Et là, vous avez par exemple à gauche une planche de dessin provenant d'un site qui est un site emblématique pour la préhistoire du Paléolithique moyen, c'est le site de l'Aquina, en Charente, qui est le site éponyme du moustérien de type Quina, caractérisé par un certain nombre de choses. Et vous avez à droite un assemblage de photos de 3 outils en silex qui viennent de Rocampaille, qui viennent non pas de notre fouille, mais des fouilles du docteur Gruel. C'est les études qui sont en cours sur les collections anciennes. Et par comparaison, on peut considérer que une des couches de Rocampaille correspond sur un plan culturel à ces couches du site de l'Aquina et correspondent aux moustériens de type Quina. Donc à ce moment, on a à Rocampaille des gens qui ont une tradition technique qui est similaire à celle de leurs contemporains, probablement contemporains, occupant le site de l'Aquina en Charente. Suivante. Alors, les outils, et avec les outils, il y a la subsistance, c'est-à-dire le casse-croûte quotidien.
Donc là, ce sont les restes osseux qui font l'objet d'une analyse archéozoologique. Et donc ces restes vont en particulier nous permettre de déterminer à quel moment les Néandertaliens étaient présents sur le site de Rocampagne. Donc c'est ce qu'on appelle la saisonnalité des occupations, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'à certains moments, le site était occupé par des carnivores. Et donc la question, c'est de savoir si les occupations étaient des occupations de longue durée ou simplement des passages sur le site. Donc en fonction d'un certain nombre d'indices, les stades d'éruption dentaire, puisque les jeunes animaux effectivement ont une croissance dentaire assez rapide, donc en mesurant la croissance dentaire, on peut savoir, en connaissant les périodes de mise bas, en fonction des espèces, le renne, etc., on peut déterminer à quelle période de l'année les animaux ont été abattus. Même chose avec les mues des cervidés, c'est-à-dire la chute des bois de renne en particulier, qui nous indique à quel moment effectivement les animaux ont été tués. Là, vous avez par exemple à gauche, en bas, un fragment de bois de renne qui est un bois de massacre, c'est-à-dire qu'on a le bois qui est encore attaché à la partie du crâne. Donc ça veut dire que l'animal a été abattu avant la chute du bois. En l'occurrence, c'est un bois de petite section, c'est une femelle. Donc en croisant tous ces éléments, on peut dire, ben voilà, ça correspond à un abattage qui est entre le mois de avril et le mois de mai, par exemple. Et en haut, vous avez le même type de bois, et c'est uniquement le pédicule, c'est-à-dire la partie qui reste sur le crâne, mais qui est dépourvue de son bois. Donc c'est un abattage qui s'est déroulé après que l'animal, une femelle en l'occurrence, a perdu son bois. Donc en croisant tous ces indices, on peut avoir des éléments intéressants sur le moment de l'occupation de Rocampagne. Et tout ceci nous renvoie en fait à la façon dont ces hommes exploitaient leur territoire et à la complémentarité entre des sites occupés à différentes saisons dans un parcours, on va dire un parcours de nomadisme entre des sites estivaux et des sites hivernaux. On peut aussi s'appuyer sur les cernes de croissance des vertèbres de poissons. On a un petit peu de poissons dans la microfaune de Rocampagne, et lorsqu'elles sont bien conservées, ce qui pour l'instant n'est malheureusement pas le cas, mais on peut espérer que dans des couches un petit peu plus profondes ce soit mieux, en fonction de l'épaisseur des cernes de croissance, on peut savoir si les poissons ont été prélevés pendant l'hiver, pendant la mauvaise saison ou pendant la bonne saison. Suivante. Alors, derrière la subsistance, il y a tout le traitement de la faune qui nous apparaît sous différentes traces. Donc, vous avez en particulier sur certains ossements les stries qui ont été laissées par les outils en silex utilisés pour découper les animaux. Donc, même les meilleurs bouchers ne peuvent pas toujours éviter le contact entre leurs outils et les ossements des animaux. Et lorsque on relève systématiquement la position et l'orientation des stries de boucherie, ces petites traces laissées par les outils, on peut petit à petit restituer les méthodes de découpe bouchère et les comparer d'une couche à l'autre. Effectivement, on peut parfois mettre en évidence des différences importantes dans la façon de traiter les carcasses et qui correspondent à une dimension culturelle. La découpe effectivement des animaux est quelque chose d'éminemment culturel. Par exemple, dans la région où j'ai travaillé au Mali, la découpe du mouton se faisait à la hache, sans respecter les parties anatomiques. Le principal était que chacun ait un morceau de taille équivalente. Voilà. Alors que chez nous, le mouton se découpe en suivant les parties anatomiques, effectivement, en découpant la jointure, etc. Lorsqu'on a simplement des couteaux en métal, et puis lorsqu'on a des scies électriques, on peut passer au travers des os. Donc il y a plein d'éléments effectivement qui donnent du sens culturel à la façon dont on a de traiter le gibier. Donc en bas vous avez la trace évidente d'un impact de percussion qui correspond à une fracturation volontaire des ossements. Donc là vous avez la petite esquille, ça fait une petite fissure en arc de cercle qui ne s'est pas détachée mais qui correspond à l'impact d'un percuteur en pierre. Donc l'objectif était là très clairement de récupérer la moelle osseuse, puisque c'est une substance qui est hautement nutritive, et lorsque l'on est face à des animaux qui viennent de sortir de la mauvaise saison,
La moelle osseuse, c'est le dernier endroit où on peut trouver de la graisse dans une carcasse. Donc lorsque la viande ne contient plus assez de gras, il faut chercher de la graisse quelque part, sinon on ne peut pas digérer les protéines quand on la consomme. Donc on connaît historiquement, en particulier chez les pionniers américains, on connaît des cas d'empoisonnement toxique aux protéines, c'est-à-dire qu'à force de manger de la viande qui était tellement maigre, ils ont fait des intoxications, ils en sont morts. Donc il nous faut, les Néandertaliens l'avaient compris il y a très très longtemps, et c'est pour ça que systématiquement ils allaient récupérer la graisse où elle était, c'est-à-dire dans la moelle osseuse. Alors on a aussi l'utilisation des ossements comme outil, et sur certains fragments d'os, on a des petits impacts qui correspondent à leur utilisation comme percuteur, c'est-à-dire comme petit marteau, pour retoucher le bord des outils en silex, donc comme retouchoir. Suivante. Alors il y a évidemment la taille de la pierre, j'ai évoqué dans ma petite histoire un tailleur de pierre. Donc là c'est ce qui me concerne directement, puisque c'est ma spécialité. Donc ça va passer par l'étude des macrovestiges. Donc vous avez à gauche deux outils illustrés qui correspondent à une couche archéologique particulière. Et là vous avez effectivement sur la photo du haut un grand outil en silex qui est en train de sortir, d'être dégagé d'une des couches. Donc là, voilà, c'est un patient travail pour organiser les stigmates qui correspondent aux traces effectivement des différents gestes de taille, et grâce à ça on peut restituer la façon effectivement qu'avaient les artisans de tailler le silex, et on peut observer des différences parfois très importantes d'une couche archéologique à l'autre, et c'est en quelque sorte la carte d'identité de ces gens. C'est ce qui va les distinguer de leurs voisins, c'est leur façon de fabriquer leurs outils en silex. Donc à gauche, ce sont les macrovestiges, ce qui est prélevé directement en place dans la couche, et puis à droite, c'est ce qui est extrait des refus de tamis. Donc c'est ce que l'on trouve dans les seaux après le passage du tamisage. Et là, par exemple, dedans, je peux déjà reconnaître un certain nombre d'éclats, petits éclats. Donc on est dans les modules, c'est du 1 cm. Ça et celui-ci, par exemple, ce sont des petits éclats qui sont caractéristiques et qui correspondent à l'étape de retouche du bord des outils en silex. Donc si on a ces éclats-là, ça veut dire que les hommes ont retouché et réaffûté leurs outils en silex sur le site même. Ils ne se sont pas contentés effectivement d'arriver avec des outils et de repartir avec. Donc voilà comment on peut effectivement, en allant chercher l'information sur les petits éclats et sur les grands éclats, restituer tous les comportements. Suivante. On peut aussi rechercher effectivement, grâce aux outils en pierre, le cheminement de ces gens, leur territoire, le territoire qu'ils ont exploité, puisque toutes les matières minérales ont une origine géologique précise, et en déterminant la nature des matériaux utilisés par ces Néandertaliens pour tailler, on va pouvoir identifier les lieux dans lesquels ils les ont collectés, voire l'emplacement d'une de leurs précédentes occupations. Et là, vous avez par exemple... Alors, à Rocampaille, c'est un aspect qui va être difficile à gérer parce que l'essentiel des silex qui ont été taillés ont été récoltés dans les alluvions de la Loire. Et la Loire a un bassin versant qui est énorme, donc elle a apporté des silex depuis la frange du bassin parisien jusqu'à des roches issues du Massif central. Et tout cet assemblage se retrouve dans les graviers de la Loire à 2 km de Rocampagne. Donc toute cette fraction-là ne dira pas grand-chose. Mais on a aussi des matières premières qui, assurément, n'ont pas été récoltées dans la Loire. Donc vous avez en particulier ici en haut à gauche une matière qu'on appelle le quartzite de Montbert, qui est bien connu dans la littérature préhistorique, et dont il existe un gîte particulier en Loire-Atlantique, sur la commune de Montbert. Et là, si je prends ma carte et que je mesure, on est déjà à, je crois, 60-70 km de Rocampagne. Donc ça veut dire que l'outil en silex qui est là-haut et qu'on a trouvé dans une des couches en 2014, il a fait 70 km dans la poche d'un Néandertalien avant d'être utilisé et abandonné sur le site de Rocampagne.
Et donc ça veut dire qu'une de leurs précédentes étapes, ou en tout cas un lieu précédent qu'ils ont exploité dans leur circuit économique, se situait en Loire-Atlantique, à quelques encablures de la commune de Montbert. Donc là, après, on va aller dépouiller la littérature pour savoir effectivement ce qui a été trouvé dans cette région en termes de sites du Paléolithique. Et puis vous avez d'autres matériaux. Ici en bas à droite, c'est un tuf volcanique local. Donc c'est des cinérites, des cendres volcaniques consolidées qui datent du primaire, dont une carrière a été exploitée d'ailleurs pendant les périodes historiques comme matériau de construction. C'est ce qu'on appelle ici la pierre carrée. Les Néandertaliens avaient eux aussi compris que c'était une matière intéressante à tailler. Et puis j'ai mis juste pour illustration un silex dont l'origine est indéterminée. Donc là, ça sera le travail d'un de mes collègues qui est spécialiste de pétroarchéologie. Donc il va passer toutes ces matières étranges sous son microscope et il va tenter d'en déterminer l'origine géologique. Donc afin de pister je dirais, les trajets et les cheminements de ces Néandertaliens. Suivante. Donc voilà, on arrive à la fin effectivement de mon exposé. Alors il y a derrière ce projet évidemment tout un tas d'acteurs et d'institutions que je me plais à remercier ici. Bon, d'abord effectivement ceux qui ont financé les recherches, l'État par l'intermédiaire du ministère de la Culture et de la DRAC Pays de la Loire, la Fondation Mécène-et-Loire dont j'ai parlé au début, les deux associations qui ont relayé les subventions qui nous ont été accordées, et puis tous les autres partenaires, le Muséum des sciences naturelles de la ville d'Angers, la municipalité bien évidemment, qui nous a apporté une aide logistique précieuse, qui est notre relais sur le terrain, les propriétaires des terrains de Rocampaille, on intervient sur des terrains qui sont des terrains privés, donc ça veut dire accepter l'idée qu'on a dans son terrain une grande piscine terreuse ouverte pendant 10 ans. Bon voilà, sans eux, je ne peux pas travailler. Ils m'ont fait confiance et j'espère pouvoir honorer leur confiance. Yves Gruet, un des fils du docteur Gruet, qui m'a confié une partie des archives. Certains des anciens fouilleurs, des gens qui ont connu le docteur Gruet, qui m'ont transmis les documents. Et puis bien évidemment, mes collègues scientifiques et les fouilleurs bénévoles, puisque l'archéologie en France, en tout cas l'archéologie telle que je la pratique, ce qu'on appelle l'archéologie programmée, ne serait rien sans les étudiants, les amateurs, qui viennent donner leur temps de travail tous les étés pour exhumer ces vestiges préhistoriques. Suivante. Voilà d'ailleurs l'équipe des joyeux fouilleurs de Rocampaille qui vous remercie pour votre accueil, vous tous chalonnés. Je vous remercie. Bien, je pense qu'on va maintenant pouvoir passer à la séance des questions-réponses, tout ce qui concerne le site de Rocampaille et la préhistoire paléolithique, de façon plus large. Quelle serait la découverte plus sensationnelle que vous attendez? Alors bien évidemment, hein, il y a, je dirais la découverte, ça serait un morceau de néandertalien. Voilà. Alors ça, c'est intéressant pour différents points. Je suis pas néandertalien, je suis pas spécialiste des restes humains. J'ai une collègue qui s'occupe de ça et qui fonde beaucoup d'espoir sur le site de Rocampaille. Ça aurait un intérêt scientifique, mais ça aurait aussi un intérêt en termes de retombées internationales. C'est-à-dire que si on peut effectivement sortir un morceau de néandertalien et le publier, ça veut dire que Rocampaille sortira définitivement de l'oubli dans lequel il était tombé pendant des décennies. Et après aussi, c'est aussi pour moi une garantie de pouvoir trouver plus facilement des financements. Parce que du néandertalien, c'est quand même une matière assez rare.
Et voilà, ça donne une importance fondamentale à un site. Alors après, on peut faire d'autres découvertes qui seraient tout aussi intéressantes. Je pense en particulier à des choses qui ont été assez peu recherchées, en tout cas en France. Ça serait la présence de résidus organiques sur des outils en silex. J'ai eu l'occasion de travailler dans différents contextes, en Italie et en Afrique, où la conservation était parfois un peu meilleure que chez nous. On n'est pas sous les mêmes latitudes. Et on trouve parfois sur les outils en silex des résidus organiques qui sont laissés en fait par les dispositifs d'emmanchement. Parce que quand vous voyez les outils en silex là, il faut imaginer que l'essentiel était en fait les parties actives d'outils qui étaient emmanchés, comme nos couteaux actuels, hein, avec différents systèmes d'emmanchement, de façon effectivement à optimiser les gestes et démultiplier la force. Hein. Les plus gros outils pouvaient être utilisés directement, mais quand vous avez des outils qui mesurent 3 cm de long, il faut imaginer que derrière il y a un manche, et que ce manche, il est composite, il comprend voilà, du bois, des matériaux végétaux, des résines, des mastiques, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a un site italien qui a livré il y a quelques années 2 outils en silex qui étaient encore emmanchés dans un manchon, c'est-à-dire une grosse boule, composée de mastic fait avec de la sève de bouleau. Donc il ne s'agit pas, comme le pain, hein, d'aller simplement saigner un arbre et puis récolter la résine qui coule. C'est de la sève de bouleau. Qui dit sève, ça veut dire distillation. Donc ce qui veut dire que, alors c'est des choses qui sont datées de quasiment 200 000 ans. Hein. Et il y a 200 000 ans, on avait déjà des artisans qui étaient capables de maîtriser la distillation d'écorce de bouleau pour en extraire une sève et la transformer en un goudron. Donc ça veut dire être capable de contrôler des températures, parce que si vous chauffez trop, ça brûle, et si vous ne chauffez pas assez, il ne se passe rien. Et il faut chauffer en mettant les écorces suffisamment à l'abri de l'air pour diminuer les processus d'oxydation. Donc eux, ils n'avaient pas de thermocouple pour mesurer la température. Donc voilà, on a un savoir technique qui est derrière et qui est extrêmement pointu. Et si je pouvais trouver effectivement quelques outils en silex avec des résidus organiques, oui, ça m'intéresserait. Beaucoup. Concernant la maxillaire qui a disparu, Sylvain, tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'on a des chances de la retrouver? Alors, bon, ça fait partie des choses évidemment sur lesquelles on s'interroge. J'essaie d'explorer des pistes de façon systématique. Alors, il faut savoir que 10 ans après le vol perpétué au Muséum des sciences naturelles d'Angers, il y a un type qui a été arrêté à La Rochelle et qui a été baptisé l'Arsène Lupin des musées. Et qui avait écumé en fait tous les musées de la région, les églises, les chapelles, etc. et qui avait amassé un butin de l'ordre de 10 000 objets chez lui. Alors il a été arrêté. Il y a eu un inventaire de fait de ce qui avait été retrouvé lors des perquisitions à son domicile. J'ai retrouvé sur les archives de l'INA un extrait d'une interview de l'expert chargé de l'inventaire. Bon, évidemment, il ne dit pas qu'il y avait la mandibule de Rocampagne, le maxillaire de Rocampagne. Mais voilà, une des hypothèses, c'est de considérer que c'est bien ce type qui a commis le vol au milieu des années 50. Donc, j'ai contacté le tribunal où a été jugée l'affaire, en l'occurrence le tribunal de Poitiers, pour savoir s'ils avaient encore les archives relatives à cette affaire. Le greffe m'a répondu que non, ils n'avaient plus les archives, ça avait été transmis aux archives départementales, mais tout n'est pas transmis, il y a des pièces qui sont sélectionnées, donc je ne sais pas si dans ce qui a été transmis aux archives départementales peut subsister des pièces relatives à cette affaire, et en particulier l'inventaire qui avait été réalisé par cet expert. Alors là, je suis toujours en fait à la recherche d'un juriste passionné d'archéologie qui voudrait bien faire quelques piges pour nous, parce que je vous avoue que le juridique, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Alors bon, il n'est pas exclu non plus que de tous les matériaux qui ont été perquisitionnés, un certain nombre n'ait pas été réclamé par leur propriétaire. Et ce qui n'a pas été réclamé a pu être remis en dépôt dans un musée quelque part. Alors, j'ai des contacts au musée de Poitiers.
C'est voilà, sur le gris. Je vais essayer de voir s'ils n'ont pas dans leur collection un dépôt qui viendrait de la suite de cette affaire jugée au tribunal. Donc voilà, j'ai toujours l'infime espoir de remettre la main sur ce maxillaire, parce que voilà, c'est tellement rare, effectivement, qu'il faut essayer d'épuiser toutes les pistes pour être sûr qu'on ne puisse pas remettre la main sur ce morceau de maxille. J'ai été si clair que ça. Alors, d'autres questions? J'aurais voulu savoir pourquoi il y a cette coupure entre... Oui, j'aurais voulu savoir pourquoi il y a cette coupure entre la richesse de la partie des deux Charentes et plus au sud, et qu'on ne retrouve plus rien après, sauf ici, à Rocampagne. Bon, alors en fait, c'est essentiellement lié à l'histoire de la recherche. Vous prenez une carte de France et vous mettez un gros point rouge dans les villes, sur les villes dans lesquelles il y a, dans les universités, des départements dans lesquels sont enseignés la préhistoire paléolithique. Vous prenez un compas, vous faites un cercle de 200 km autour de chacun de ces points, et ça va vous laisser une jolie zone quasiment vide entre la basse vallée de la Loire et le Jura. C'est tout simplement parce que il n'y a pas de chercheurs. Il n'y a jamais eu de chercheurs, effectivement, qui se sont, ou alors de façon marginale, mais l'essentiel des recherches se sont concentrées, je dirais, à la périphérie des grands centres universitaires dans lesquels il y a eu, de façon pérenne, des enseignements en préhistoire paléolithique. Donc, Bordeaux, Toulouse, Aix-Marseille, de façon marginale Lyon, Paris, Rennes, mais Rennes, on est à la limite de leur zone d'influence, Lille, un peu Strasbourg, et puis voilà. Non, ça explique la géographie. C'est-à-dire que la géographie des sites paléolithiques est plus une géographie des chercheurs qu'une géographie des occupations paléolithiques. Parce que si on s'amuse à faire une carte de France en mettant un petit point à tous les endroits où on a trouvé des outils en silex du paléolithique moyen, bah la France elle est toute noire, on a des points partout. Je pense qu'il n'y a pas une commune de France dans laquelle on n'ait pas la trace du passage à un moment ou à un autre d'hommes du paléolithique moyen. Bon, c'est une période longue, puisqu'elle commence vers 300 000 ans et elle dure jusqu'à 45 000 ans. Et voilà, pendant ce temps-là, effectivement, on a des populations plus ou moins importantes, mais qui ont parcouru et sillonné la France dans tous les sens. Les hommes préhistoriques, alors je suis arrivé à... J'étais pas là au début, peut-être que vous l'avez expliqué. Les hommes préhistoriques mangeaient sur place ce qu'ils chassaient. Est-ce qu'ils faisaient cuire? Est-ce qu'il y a des vestiges de cuisson, des choses comme ça? Alors, donc, on a l'évidence directe de toute la chaîne opératoire de traitement de la faune, c'est-à-dire la découpe des carcasses avec les stries des outils en silex. Donc, on sait qu'ils ont découpé les carcasses sur le site. Alors, les animaux ont peut-être été abattus plus loin. Les rennes ont pu être ramenés entiers, les plus gros animaux ont pu être ramenés en quartier. Ça, c'est l'étude qui nous le dira. Est-ce qu'on a tous les ossements qui sont conservés pour tous les animaux, ou au contraire, est-ce qu'on a juste certaines parties anatomiques? Donc si par exemple ils ont chassé le cheval, qu'ils ont ramené juste les cuisseaux de chevaux, on n'aura pas le squelette axial, on n'aura pas les vertèbres. Donc ça, c'est des études qui sont en cours et qui le diront. Donc on sait qu'ils ont découpé sur place, ça c'est sûr. On sait qu'ils ont fracturé systématiquement les ossements sur place, donc pour consommer la moelle, très certainement. Et on sait qu'ils ont utilisé le feu, puisqu'on a certains ossements brûlés. Alors, est-ce que c'était du feu pour cuire? Est-ce que c'était du feu uniquement pour le confort, le chauffage et des activités techniques? Pour l'instant, je ne peux pas le dire, mais très probablement pour cuire, oui. Alors ça, malheureusement, ça laissera peu de traces à Rocampagne, parce qu'on est dans un contexte géologique qui est assez actif. C'est-à-dire qu'on a, je dirais, quasiment aucune chance de découvrir un joli foyer en place avec les pierres et les charbons au milieu. Donc voilà, ça on n'aura pas, parce que le mode de dépôt, le mode de constitution du site
est un peu trop dynamique. C'est-à-dire que le sédiment arrive, c'est mappé, et voilà, ça déstructure tout ce type d'éléments. Donc on n'aura pas de foyer, on a quelques charbons de bois très rares, éparses, on a la trace de l'utilisation du feu, des outils en silex brûlés, quelques ossements brûlés, mais je pense qu'on n'aura pas plus. Est-ce que la similitude entre les silex de Charente et les silex de Rocampaille peut être un début de réponse à l'appartenance du site plutôt vers le sud? Oui, exactement, effectivement. Donc là, l'exemple que j'ai utilisé, c'est pour une des couches archéologiques qui correspond à un faciès du moustérien qu'on appelle le moustérien de type Quina, en référence au site de la Quina, que j'ai évoqué là par une illustration. Et à ce moment-là, il est très clair, en tout cas par l'étude que l'on a faite pour l'instant, même si elle est préliminaire, mais en tout cas à partir des collections anciennes, je peux déjà le dire, à ce moment-là, les occupants de Rocampaille sont des gens qui, sur un plan culturel, sont tournés vers le sud-ouest de la France. Et Rocampaille représente probablement, je dirais, le point ultime de leur avancée. Et qu'est-ce qu'il y a plus au nord? Voilà, là, c'est encore à déterminer. D'autres néandertaliens, mais en tout cas pas ceux-là, ça c'est sûr. En tout cas, c'était des gens plus au nord qui avaient d'autres traditions techniques. Donc à un moment, Rocampaille est juste sur la limite. Et puis après, ça va fluctuer. Donc, ce qui est aussi possible, c'est que dans d'autres couches archéologiques, on soit au contraire tourné vers le nord et non pas vers le sud. Probablement en fonction des fluctuations climatiques. Donc lors des phases les plus froides, on a pu avoir effectivement des gens qui venaient du nord et qui avaient tendance effectivement à se replier plus vers le sud. Donc ça, ce sera la suite des recherches qui nous dira. La loi n'a pas une frontière aux migrations. Alors, on a une conception de la notion de frontière qui est toute relative à notre période. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui est un monde borné par des frontières dans tous les sens, qui sont des frontières qui bien souvent ne sont pas physiquement matérialisées, mais qui sont encore plus fortes que si elles étaient matérialisées physiquement. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a bien peu de frontières physiques qui ont arrêté des populations humaines. Dans la préhistoire paléolithique, les hommes ont traversé des zones désertiques, des cours d'eau énormes, des montagnes, etc. Voilà. Il n'y a pas grand-chose qui les a arrêtés, à vrai dire. Et hormis, et je pense que c'est ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme a toujours la curiosité d'aller voir plus loin, quoi. Même maintenant, on est toujours poussé à aller toujours plus loin, voir effectivement. Et ben, quand on voit effectivement leur curiosité pour l'exploration du monde souterrain. Alors évidemment, au paléolithique supérieur, l'homme de Cro-Magnon, c'est nous, ok, on est dans des cavernes profondes. Je prends par exemple le site de Rouffignac, où les peintures de Rouffignac sont à plus d'1 kilomètre de l'entrée, donc c'est quand même pas rien. Quand on y va avec une torche électrique, c'est simple. Quand vous aviez juste une petite lampe à huile, c'est déjà moins... Voilà. Il faut un petit peu plus d'entrain et de courage. Mais on sait maintenant que dès les périodes plus anciennes, les hommes de Néandertal ont exploré des cavités profondes. Ils se sont effectivement installés dans certaines cavités relativement en retrait de l'entrée. Donc ça veut dire en dehors de la zone de lumière, donc ça veut dire maintenir du feu, etc. etc. Donc bon, voilà, je ne pense pas que c'est la Loire qui les a arrêtés. Et puis bon, ils avaient une telle connaissance de leur milieu. Quand on voit leur capacité à trouver et utiliser des gîtes de matières premières, des gîtes de silex, qui sont parfois des tout petits gîtes, c'est-à-dire que vous avez un affleurement rocheux sur 50 mètres carrés, et les types, ils l'ont trouvé, toujours. Ça, donc ils avaient une connaissance de leur milieu et de leur territoire qui était extrêmement fine, et donc ils savaient certainement, effectivement, où et quand on pouvait passer la rivière. Et si, alors la meilleure démonstration que je pourrais y apporter, c'est de découvrir des matières premières qui viennent de l'autre côté de la rivière, bien évidemment.
Dans le prolongement de ce que vous dites, est-ce qu'il y avait des chemins identifiés ou supposés, des grandes autoroutes de l'époque? Si effectivement il n'y avait pas de chemin physiquement matérialisé, il y avait probablement des chemins qui étaient mentalement représentés. Parce que quand on prend, je dirais, si on s'intéresse à la façon dont certaines sociétés traditionnelles se représentent leur espace, je pense en particulier dans des milieux forestiers denses, les Pygmées ou en Nouvelle-Guinée. On a des gens effectivement qui ont une représentation de l'espace qui n'est pas la nôtre, de toute façon. Voilà. Nous, on est des sédentaires, etc. Voilà, et c'est un espace qui est construit de cheminements qui vont de repères, des repères qui sont des lieux, souvent des lieux symboliques, ce qu'on appelle des géosymboles, c'est-à-dire c'est la montagne de l'ancêtre, machin chose, et tout ça c'est relié par des sentiers qui sont des sentiers qui sont parcourus, même s'ils ne sont pas physiquement marqués par le passage des hommes sur le sol. Voilà. Mais moi je suis sidéré en fait par la connaissance du milieu et l'orientation que ces gens pouvaient avoir, parce que nous c'est simple, on fait destination, toc toc toc, on tapote sur notre GPS et puis en avant. Même avant, voilà, avec les panneaux, les cartes, c'était simple. Imaginez faire un trajet en France, actuellement, vous enlevez toutes les cartes, vous enlevez tous vos GPS, et ben ça devient beaucoup plus compliqué. Hein. Et justement, entre le nord et le sud, là, dans ce est-ce que vous avez des repères qui vous feraient penser que les hommes ont pu s'y installer ou ont pu passer de façon à pouvoir mettre en lien Recampaille avec le sud ou le nord? Oui, c'est-à-dire que la carte que j'ai utilisée, elle est évidemment caricaturale. C'est-à-dire que partout, dans ce no man's land, on a des indices de sites et de la présence effectivement des hommes de façon contemporaine ou subcontemporaine de Recampagne. Il s'agit souvent de sites qui sont des sites, on va dire, considérés comme mineurs, mais qui marquent un maillage territorial qui est significatif. Certains sont des sites importants, je pense en particulier à un site sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler de façon préliminaire et qui pourrait donner lieu au même type d'intervention que celle de Recampaille, qui est un site de Raie-Loire, c'est une ancienne briqueterie dans laquelle au XIXe siècle on a découvert deux couches archéologiques de paléolithique moyen avec de la faune, et on a retrouvé effectivement le matériel au musée de Saint-Germain-en-Laye et au musée de Chartres. Donc voilà, ça fait partie des choses, mais je ne sais pas si ma carrière sera assez longue. Question après. Oui. On a utilisé essentiellement du silex ou de la quartzite de Montbert. Vous n'avez rien trouvé d'autre Alors, les matières utilisées sont... alors, pour l'instant, j'ai pas de fréquence à vous donner, mais on doit être à peu près en fonction des couches, entre 70 et 95% de silex. Et puis à côté, on va trouver des quartzites et des quartz, pour l'essentiel issus des alluvions de la Loire, sous forme de galets, des cinérites, donc une ressource locale, une roche volcanique. On va trouver ce fameux quartzite de Montbert. On va trouver quelquefois des jaspes, quelques calcédoines. Ça peut être assez varié en fait. En fait, tout ce que leur offrait la Loire, voilà, et qui est on va dire une espèce de lithothèque géante représentant un bassin versant énorme. Alors après, ce qu'on va aller chercher nous, effectivement, ça va être rechercher certains silex qui sont des matériaux traceurs. Donc, par exemple, je pense avoir vu passer dans une des séries là, un silex qui pourrait être un silex qu'on appelle le grain de mil, qui est un silex typique de la Charente. Donc si c'est le cas, ça veut dire bingo, parce que Charente, ça commence déjà à faire loin. Donc voilà, nous on va rechercher de façon extractive des silex, d'autres matières
dont on sait que l'origine est vraiment lointaine ou très lointaine. Oui, des jaspes par exemple, oui, qui peuvent venir soit du nord, ou alors après, effectivement, c'est des jaspes de la bordure de l'étangien, c'est-à-dire à la limite du Massif central. Oui. Est-ce qu'on a une idée sur Rocampagne? C'était un site qui a été fréquenté pendant très longtemps, de moins 80 à moins 30 000 ans à peu près, disiez-vous. Et est-ce qu'on a idée de la densité des populations à cette époque-là et de la fréquence d'occupation du site de Rocampagne? Parce qu'apparemment, on dirait qu'il a été habité quasiment tout le temps. Ou est-ce que c'est sporadique? Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? La densité des populations à cette époque-là, est-ce qu'elle était importante ou pas? Alors c'est un élément qui est assez difficile à appréhender. C'est-à-dire qu'on est souvent dans une situation paradoxale. C'est-à-dire que quand j'étudie des outils en silex, je peux vous décrire des gestes de taille qui se sont déroulés dans une fraction de seconde, dans quelques minutes. Et puis, je ne vais pas pouvoir dater précisément le moment où ça a été taillé. C'est-à-dire que je vais avoir une marge d'erreur qui va être, par les différentes méthodes de datation, qui va être de quelques milliers d'années. Il reste que la densité des vestiges accumulés à Rocampagne laisse suggérer, en tout cas dans certaines des couches, laisse suggérer une occupation, on va dire, intense, en tout cas fréquente ou très fréquente. Je pense en particulier à cette fameuse couche du moustérien de type quinin. Pour vous donner un ordre d'idée, d'après mes premières évaluations, on va être à des densités de l'ordre de 500 à 600 objets par mètre carré. Alors, évidemment, c'est une couche qui n'est pas une couche mince. C'est une accumulation d'objets sur presque 20 cm, 25 cm d'épaisseur. Mais ça montre que les gens étaient là régulièrement et qu'ils ont consommé une quantité non négligeable de bestioles. Et sachant que Rocampagne n'est que l'infime partie d'un gâteau qui est énorme, puisque je vous disais que les occupations s'étendent probablement du hameau de Rocampagne à celui du Fourneau-Noble, c'est-à-dire sur 300 à 400 mètres de long au pied de l'ancien coteau. Je veux dire, si j'avais à chiffrer la quantité de vestiges que ça représente, je dirais qu'on est... on doit être au bas mot à 1 million, 2 millions de vestiges. Ah oui. Oui, parce qu'on en a fouillé, le docteur Gruet en a fouillé, j'ai évalué sur 50 mètres carrés. 50 mètres carrés, il a sorti 30 000 vestiges. Bon, voilà, vous multipliez 300 mètres de long sur 30 mètres. Voilà, vous faites la multiplication. Bon, à mon avis, je ne serai pas loin avec mon histoire du million. Vous n'avez pas envie de faire quelques sondages, justement, pour voir quelle est la superficie? Bon, c'est évidemment tentant, mais bon, on va d'abord s'installer tranquillement à Rocampagne, avancer dans l'exploration de la stratigraphie, et s'il y a des sondages à faire, ce sera, on va dire, plus à vocation patrimoniale. C'est-à-dire pour s'assurer de la présence et donner aux autorités compétentes les éléments pour s'assurer de la préservation du site de Rocampagne sur le long terme. Parce que Rocampagne, je pense qu'il y en a pour des générations d'archéologues. Moi, si j'arrive déjà à atteindre le fond de la stratigraphie, je serais très content. Les traces de mammouth, cette année une trace, il y a 2 ans une dent. Oui, effectivement. Donc le docteur Gruet avait, lors de ses fouilles, découvert quelques petits éléments de mammouth. En 2014, on a sorti un gros fragment de molaire, mais malheureusement dans une couche très superficielle. Donc là, je ne pouvais pas en dire grand-chose en termes de position. Et là, dans une des couches, en stratigraphie, on a sorti un fragment d'émail. Alors, c'est tout le problème avec les dents de mammouth, c'est que ça a tendance à se conserver longtemps et à se balader. Donc, il n'est pas impossible que ce fragment de dents de mammouth ne soit pas contemporain de l'occupation. On connaît des cas, effectivement, de fragments de dents ou d'ivoire de mammouth
dans des couches archéologiques à des moments où on sait qu'il n'y a plus de mammouth. Voilà. Donc pour l'instant on est prudent, il n'est pas impossible que ce mammouth ne figurait pas dans le bestiaire connu par les Néandertaliens. Voilà. On verra avec l'avancée des travaux. D'autres questions? Néandertal, c'est un cousin sans suite. Alors, d'un côté, oui, effectivement, les Néandertaliens ont disparu du paysage archéologique européen vers 45 000 ans, on va dire, 40-45 000 ans, pour X raisons. Là, je dirais que c'est probablement une disparition qui n'est pas monofactorielle, mais plus certainement multifactorielle. Mais quelque part, il est toujours là, puisque vous avez tous dans vos gènes quelques petites séquences d'ADN qui sont directement issues de Néandertal, puisque l'histoire génétique de l'homme est quelque chose de compliqué. Et Néandertal, en tout cas, n'a pas été entièrement et totalement et tout le temps séparé de notre branche, c'est-à-dire de l'homme de Cro-Magnon. Et à certains moments, les branches se sont croisées sous différentes formes, et ce qui fait que nous avons dans notre patrimoine génétique à peu près 4% de notre génome qui est un génome hérité de celui des Néandertaliens. D'ailleurs, j'ai entrevu il n'y a pas longtemps une étude de génétique qui suggérait que ce que les Néandertaliens nous ont transmis, entre autres, c'est des gènes liés à la résistance à certains virus. Donc on peut les remercier. Est-ce que vous avez des budgets pour mener l'intégralité des travaux? Avez-vous les budgets pour mener l'intégralité de vos travaux? Alors, pour l'instant, les budgets qui ont été, je dirais, attribués au projet, affectés au projet, sont des budgets pour les opérations de terrain. Donc, je ne vais pas vous cacher les chiffres. Le budget de l'opération de cette année a été donc une subvention de la Fondation Mécène-et-Loire de 4 000 € et une fondation de la DRAC de 12 000 €. Donc ça m'a permis d'ouvrir le site et de faire tourner une équipe d'une dizaine de fouilleurs pendant 4 semaines, plus d'acheter tous les consommables nécessaires à l'étude et au stockage du matériel archéologique et à l'équipement de base du site, y compris l'intervention de la pelle mécanique, etc., le règlement de la facture d'eau pour le tamisage, enfin, tout ce genre de trucs. Donc c'est un budget qui est correct et qui me permet de fonctionner. Il faudra que je trouve des ressources complémentaires si le projet monte en gamme, c'est-à-dire que si je passe à une équipe de fouilleurs d'une vingtaine, et je pense que d'ici quelques années, on aura ouvert suffisamment de surface pour avoir une équipe un peu plus conséquente. Et puis après, il y a les budgets qui sont des budgets propres de chacun des collaborateurs scientifiques. Donc là, la plupart du temps, ce sont des financements. C'est pas moi qui suis allé à la pêche, ce sont eux qui individuellement, par l'intermédiaire de leur propre programme de recherche, Rocampaille pouvant être simplement une composante de leur projet. Donc par exemple les datations absolues par la méthode OSL et par la méthode TL seront prises en charge par une collègue bordelaise et tous les coûts liés à la préparation des échantillons à dater seront couverts par une subvention de recherche attribuée par la région Aquitaine dans le cadre d'un programme qui concerne la datation d'un certain nombre de sites du Paléolithique moyen en Aquitaine et en périphérie, et Rocampaille rentre dedans. Donc voilà, on va dire sous différentes formes aller piocher dans des budgets X, Y ou Z. Par exemple, les analyses paléogénétiques des restes de l'humérus qui sont en cours, heureusement que ce n'est pas moi qui les ai payés. Donc là, ça a été pris en charge par le laboratoire allemand qui fait les analyses. C'est des analyses qui sont extrêmement pointues et coûteuses, mais c'est aussi on leur apporte un matériau rare. Donc voilà, c'est une contrepartie. C'est-à-dire que nous, on produit la matière scientifique et elle est valorisée par d'autres chercheurs qui apportent au projet des moyens financiers. Même chose tout à l'heure quand je vous évoquais
des chercheurs polonais qui ont manifesté leur intérêt pour les restes d'un type de campagnol que l'on a extrait des différentes couches archéologiques de Rocampagne. Donc nous, on leur fournit la matière d'analyse issue du site, et eux, ils vont prendre en charge par le budget associé à un de leurs projets, la datation de ces restes, leur analyse génétique, etc. Donc au bout du compte, je serais bien incapable de vous dire ce que représente l'ensemble du budget lié à l'étude, à la fouille et à l'étude du site. Non, je vous raconterai une bêtise parce que je ne connais pas effectivement les budgets de chacun des projets qui sont associés. J'aimerais savoir par rapport aux découvertes du docteur Gruet, qu'est-ce qu'a apporté le travail de cette année? Est-ce que vous pouvez nous en faire un petit bilan? Alors, donc, je peux dresser un bilan qui est effectivement préliminaire. Le travail du docteur Gruet est un travail qui a donné lieu à plusieurs publications qui sont restées assez préliminaires. Et en termes de... Le gain, en tout cas, il est surtout en termes de méthode de fouille. Les méthodes de fouille utilisées par le docteur Gruet ont toujours été assez sommaires, même effectivement lors des dernières années de fouille, si bien que dans la plupart des cas, nous n'avons pas d'éléments pour positionner les vestiges dans leur couche archéologique. C'est-à-dire qu'on a des couches, et puis on a des vestiges qui vont flotter dans des grands paquets de sédiments qui font 1 mètre d'épaisseur. Donc les premières observations de terrain nous ont d'abord permis de démontrer que la stratigraphie du site était beaucoup plus compliquée que celle publiée par le docteur Gruet. C'est-à-dire que voilà, il a fait des observations qui sont pertinentes, c'est-à-dire qu'il avait compris de façon générale la structure et la géométrie des dépôts. D'ailleurs, dans ces carnets de fouilles, on a des descriptions assez précises des couches géologiques. Ça, c'est un point, effectivement, de ce côté-là, il avait un talent d'observateur naturaliste. Mais par contre, le positionnement des vestiges archéologiques était toujours assez sommaire. Donc on va surtout, par rapport aux travaux du docteur Gruet, on va préciser, détailler la stratigraphie et surtout on va introduire une chronologie absolue, puisque la chronologie telle que l'envisageait le docteur Gruet était une chronologie uniquement relative, sans aucune datation absolue. Voilà, ça va être l'apport majeur par rapport aux travaux passés du docteur Gruet. Je vous ai pas entendu parler de pollen, puisque le docteur Gruet a fait des prélèvements, je crois. Oui, effectivement. Donc, dans les publications que j'ai évoquées rapidement au début, il y a eu en particulier la thèse d'état de Lionel Visset, donc qui est un palynologue français renommé, et c'était au tout début de sa carrière. Donc, il avait échantillonné toutes les couches géologiques de Rocampagne. Ça a été publié, donc les résultats sont utilisables. Et donc pour l'instant, je n'ai pas de palynologue associé à l'équipe parce que justement les résultats sont encore utilisables. On attend d'avoir exploré l'ensemble de la stratigraphie pour pouvoir effectivement savoir si on peut y replacer tous les prélèvements qui ont été faits par Lionel Visset. On a une coupe de 69 avec des annotations de sa main précisant la position de ces échantillons. Et donc, quand on aura pu faire le raccord sur le terrain, on saura s'il est nécessaire de relancer des études palynologiques, ou pas. Et ça nous permettra, en fait, les analyses sont toujours bonnes, et c'est l'interprétation en termes chronologiques qui est plus bonne. Voilà. Plus de questions? Alors peut-être que pour conclure, Sylvain, est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu la réglementation pour les fouilleurs bénévoles, enfin des gens qui glanent, qui trouvent, voilà. Oui, alors c'est un aspect effectivement que j'ai pas évoqué parce que je voulais pas vous embêter avec ça au départ, mais l'exercice de l'archéologie est quelque chose qui est réglementé en France depuis très longtemps.
Donc l'essentiel, on va dire, des grands fondements des règles qui encadrent l'archéologie datent de 1941. Alors de ce côté-là, la France a une législation qui est un petit peu particulière par rapport à ses voisins européens et qui est héritée en fait des sociétés savantes dans la mesure où lorsque le cadre juridique de l'exercice de l'archéologie s'est petit à petit construit, il était de bon ton pour les archéologues d'être propriétaires de leur site. Donc la loi a été faite de la façon suivante: les vestiges archéologiques qui sont enfouis sur une parcelle d'un terrain privé sont la propriété des propriétaires du terrain. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que les vestiges que je mets au jour lors de la fouille sont la propriété des propriétaires du terrain qui, j'imagine, de façon gracieuse, en feront don à une institution d'État, un musée, une collectivité, etc. C'est un peu particulier parce que c'est le seul bien dont vous êtes propriétaire, mais dont vous pouvez ne pas connaître l'existence. Et donc vous ne pouvez pas fournir un inventaire, alors qu'à la notion de propriété est associée la notion d'inventaire. Pour revendiquer ces biens, on doit pouvoir en faire l'inventaire. Et là, en fait, vous êtes propriétaire. Tant que l'archéologue ne les a pas mis au jour, ben vous ne savez pas qu'ils existent, donc vous ne pouvez pas en réclamer la propriété. Mais vous en êtes propriétaire quand même. Donc ça, c'est un des petits paradoxes de la loi. Bref, donc ça, c'est ce qui est relatif à la propriété. Après, il y a l'exercice de l'archéologie. Avant d'intervenir sur le site de Rocampaille, avant de commencer à y fouiller, j'ai d'abord déposé un dossier de demande d'autorisation de fouille auprès des services de l'État compétents, à savoir le service régional de l'archéologie. Donc, comme je vous l'évoquais, ce dossier a été évalué par un comité d'experts qui a jugé mon projet recevable. Et donc, tous les ans, je demande effectivement une autorisation de fouille à l'État et je reçois une autorisation de fouille signée par le préfet de région. Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'archéologie programmée. Mais elle s'applique à tous, à moi comme à vous, hein, cette loi. Donc si vous trouvez des vestiges archéologiques dans le fond de votre jardin, vous avez l'obligation de les déclarer auprès des services compétents, donc soit par l'intermédiaire de la gendarmerie, soit directement en les signalant auprès du service régional de l'archéologie. Et c'est comme ça que après on peut effectivement, je dirais, mettre en évidence l'existence de certains sites qui se révèlent fondamentaux pour l'archéologie. Hein. Certains sites préhistoriques qui sont maintenant reconnus comme majeurs ont été découverts de façon fortuite par des citoyens hein, qui mentionnaient voilà, j'ai découvert une poterie au fond de mon jardin, voilà, et ça se révèle être un site fondamental du néolithique ou de la protohistoire. Donc voilà, c'est votre patrimoine et il faut participer activement à sa préservation. Il y a évidemment des risques encourus, c'est-à-dire que faire de l'archéologie et aller gratouiller dans le sol sans autorisation, c'est s'exposer à des poursuites judiciaires assez significatives, allant jusqu'à des peines d'emprisonnement de 3 à 4 ans, je crois, et 75 000, 80 000 euros d'amende, je ne sais plus, mais ça va être dans ces eaux-là. L'archéologie a beaucoup évolué, on va dire ces 20 dernières années, et on est passé d'une discipline dans laquelle il était encore possible de faire facilement de l'archéologie quand on était un amateur éclairé. C'est plus difficile de nos jours parce que on est confronté à des champs scientifiques qui sont de plus en plus larges et qui impliquent d'être capable de coordonner le travail de scientifiques aussi variés qu'un généticien, un physicien, etc. Donc voilà, c'est pas une science dure, l'archéologie, mais c'est une science qui s'endurcit. Ah, une question encore. Je voudrais vous raconter une petite anecdote qui date d'environ une centaine d'années. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent du petit Percombe. Non. Oui, personne à l'arrière.
P2 qui a été président du Conseil et qui a fait les lois de séparation de l'Église et de l'État. Émile Combes. Émile Combes, qu'on appelait Milou en famille. Ceci étant dit, le cher Émile Combes avait fait une circulaire. Il faut dire qu'Émile Combes était maire de Pont en Charente-Maritime et que Pont, comme toute la Charente, est pourri, si je peux me permettre ce terme, de silex, tous plus ou moins vrais, mais la plupart du temps très vrais. Et donc, Combes avait fait une circulaire disant aux enseignants de conseiller à leurs élèves de ramasser le plus possible de pierres taillées dans les vignes, puisqu'il y a également beaucoup de vignes dans notre pays de Charente. Et voilà, donc je ne pense pas que cette circulaire ait beaucoup servi, mais à l'époque, ça avait fait pas mal de bruit et ça avait un côté sympathique. C'est pour ça que je me suis permis de vous dire ça. Voilà. Merci effectivement de rappeler ce pan de notre histoire de la recherche en archéologie. J'ai d'ailleurs croisé le chemin de ce chercheur, hein, puisque dans le cadre d'un projet que j'ai dirigé en Poitou-Charentes, qui était un projet en fait d'inventaire des collections archéologiques du Paléolithique moyen dans les musées, on est tombé au musée de La Rochelle sur une collection qui est la collection Combes, voilà, avec un certain nombre de silex taillés provenant de sites de la région, dûment identifiés, etc., et des sites sur lesquels il avait ramassé des silex. Voilà, la boucle est bouclée. Oui, effectivement. Bon, c'était aussi une époque où la limite entre l'archéologie et les antiquités, voilà, c'était une limite qui était très poreuse, hein, et beaucoup des grands archéologues du 19e étaient d'abord des antiquaires, à une époque où l'archéologue n'était pas sur le site, hein, il payait des gens pour fouiller souvent, hein, et il venait le dimanche ramasser les objets les plus intéressants, et le reste finissait dans les tas de déblais. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet qui montre que les recherches évoluent beaucoup, et je pense que d'ici 50 ans, on dira la même chose de mes travaux de Rocampagne. J'ai un collègue qui travaille dans un laboratoire à Bordeaux, et il a eu l'occasion de reprendre une fouille sur un site emblématique du sud-ouest de la France, sur lequel avait officié un ponte de la préhistoire française, qui est le professeur François Borde, qui est un des grands fondateurs effectivement de nos connaissances sur le Paléolithique moyen et d'une méthode d'étude des industries lithiques du Paléolithique moyen. Bref, une sommité en la matière. Et il a eu la bonne idée d'aller faire un sondage dans les tas de déblais de la fouille du professeur Borde. Et là, aux surprises, là, vous ne pouvez même pas imaginer la quantité de vestiges que ce scientifique respectable et respecté par tous avait abandonné dans les tas de déblais. Donc de la faune en pagaille et même du silex, c'est-à-dire que sur la fouille, le professeur Borde opérait une sélection, effectivement, c'est-à-dire qu'il ne recueillait qu'une partie des objets, ceux qu'il considérait comme étant les plus significatifs et les plus intéressants. C'est-à-dire que finalement, en termes de méthode, on n'était pas très éloigné de ce qui se faisait au XIXe siècle. Alors que voilà, c'est quelqu'un qui a eu une influence considérable sur l'étude de la préhistoire paléolithique française et qui a été une référence. Et petit à petit, quand on gratte le vernis, on s'aperçoit qu'il avait des méthodes de fouille qui étaient celles de son époque. Hein. Et je pense qu'on dira la même chose de moi dans 50 ans. Merci à tous. Je rappelle que nous avons filmé la conférence de Sylvain ce soir. Nous aurons d'autres rendez-vous, Sylvain, dans les années à venir, puisqu'on en a pour 10 ans. Alors ce ne sera pas tous les ans, je suppose. On organisera j'aurai plaisir à venir, effectivement, de temps en temps, vous expliquer l'avancée des recherches, et puis peut-être de façon plus ponctuelle, si des découvertes majeures venaient à être effectuées. Voilà, ça aura le coup de faire des petites incursions. Voilà, je ne sais pas encore comment on va faire pour mettre à disposition évidemment ce qu'on a filmé, parce que ce qu'on a filmé c'est pour le garder dans les cartons.
c'est que ça puisse servir aussi à d'autres. Il y a des associations, peut-être d'histoire, de préhistoire qui seraient intéressées. Donc voilà, vous prendrez contact avec nous et on tâchera de vous mettre en main les documents, enfin au moins la conférence. Voilà. Merci à tous et bonne soirée. Et merci d'être venus nombreux ce soir. Merci.